Voilà, donc on va passer 2 heures ensemble avec des moments de partage. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la fin, mais vous pouvez aussi, au fur et à mesure, M'interrompre. lever la Voilà. main et interrompre Frédéric pour qu'il vous réponde. Merci beaucoup, c'est à toi. Voilà. Eh ben, merci Marion. Ben, effectivement, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Merci Benjamin, pilote de Pionnier. Merci Marion, Stéphane, Martial de m'avoir fait confiance donc, pour animer ce matin, avant-dernière semaine ou fin de l'avant-dernière semaine de votre programme. Donc j'imagine que pour vous, c'est un moment un petit peu intense. Donc ravi de le partager. J'espère qu'on va passer un bon moment cette deuxième journée du printemps. Pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Frédéric. J'ai 50 ans, ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises et plus particulièrement les directions financières dans la structuration de leur processus, l'amélioration, la performance. D'abord dans un métier d'auditeur externe, dans une société plutôt internationale qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. Et depuis un peu plus de 15 ans, en tant que cofondateur de la société Ovalie Innovation, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises innovantes, puisque c'était une volonté de mon associé et de moi-même de se focaliser sur ce sujet un peu particulier de l'innovation, qui mêle à la fois évidemment beaucoup d'entrepreneuriat, mais également et très souvent de la technologie, de la science, et donc un écosystème un peu particulier autour du dirigeant. C'est avec plaisir que depuis un peu plus de 2 ans, au sein du connecteur et donc sur le territoire du Pays Basque, Ovalie Innovation et ses équipes accompagnent des entreprises sur ces problématiques qu'on va partager ce matin. Donc comme vous l'a dit Marion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si la réponse arrive un peu plus tard, je vous le dirai. Mais l'objectif, c'est vraiment de partager ce matin sur ces sujets. Ça risque d'être un petit peu, ça va être une présentation plutôt assez transversale sur les problématiques des entreprises innovantes directement liées à leur financement. On va faire un petit peu de finance, mais le moins possible, puisque l'objectif ce matin, c'est plutôt d'avoir une vision globale. On va parler effectivement, on va rappeler un petit peu pourquoi on innove et comment on innove. On va évidemment parler de cash, de trésorerie, puisqu'on parle de financement, c'est le point important. Et ensuite, on va évoluer vers la stratégie de financement. On va parler de levée de fonds aussi pour rappeler quelques grands sujets, quelques grands principes. Et évidemment, il y aura des échanges. Donc, c'est important avant de se lancer dans le financement de l'entreprise innovante / de la start-up, mais il n'y a pas que des start-up qui innovent, il y a beaucoup d'autres entreprises évidemment qui innovent, c'est de se poser la question de pourquoi on innove. Une des réponses, c'est que l'innovation est le premier facteur de développement des entreprises et donc de performance ou de reperformance économique. Donc c'est une question de survie de l'entreprise. À un moment ou à un autre, toute entreprise, tout entrepreneur doit se poser la question de l'innovation qu'il va mettre en place pour recréer de la valeur, recréer de la performance. Voilà, une entreprise qui n'innove pas, alors ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. À un moment ou à un autre, elle aura sans doute des problèmes importants et notamment des problèmes de financement. Donc c'est crucial, c'est permanent et ça a toujours existé. On peut innover de plein de manières différentes. J'imagine que vous l'avez également vu et que dans les projets que vous menez, vous vous êtes vous-même posé la question. Cette innovation, elle peut être technologique, mais pas que. Elle peut être sur le produit, sur le service. Elle peut être sur des procédés. Elle peut être sur l'usage. Elle peut être sur le business model, sur le marketing. Donc, et souvent, la technologie, et notamment depuis la digitalisation, amène des sources d'innovation très nombreuses. C'est ces sujets-là qui devront être valorisés, performés dans ce processus d'innovation à différents niveaux, qui sont également des choix qu'on fera quand on est à la tête d'un projet, de positionner le degré d'innovation qu'on appelle soit incrémental ou adjacent. Donc c'est quand on fait un petit pas plus loin sur un projet, sur un produit, sur un usage. Et quand on veut vraiment ce qu'on appelle
modifier, changer, bouger les lignes très fortement. On est plutôt sur des innovations de rupture ou des innovations voire radicales. Si j'en parle en introduction, c'est que évidemment vous imaginez bien que plus on pousse les curseurs vers l'innovation radicale, plus les enjeux de financement, de risque vont être forts. Donc c'est important de se poser la question de où est mon innovation, quelle est-elle et où est-elle en termes de degré d'innovation. Dans tous les cas, elles ont tout un point commun, ces innovations, c'est qu'elles sont là pour stimuler la croissance et créer de la valeur ajoutée sur un marché. Voilà, donc le point important, c'est sur un marché, donc peut-être à définir, peut-être que le marché il est là dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais dans tous les cas, l'objectif au moment où on innove, c'est bien de créer une valeur qui aura du sens sur un marché économique, un marché d'échange que vous connaissez. Voilà. Si on n'arrive pas à cette étape-là, c'est qu'a priori, l'innovation n'est pas allée à son terme. Focus important, voilà, qui va nous prendre le début de la présentation. On va parler de point mort cash. Donc c'est un sujet, et là c'est un retour terrain, ou le retour de 25 ans d'accompagnement qui m'a fait commencer cette présentation par ce point-là. C'est quoi le point mort cash et qui va avoir un impact direct sur la stratégie de financement et le besoin de financement. Et on a souvent tendance à se tromper sur où est effectivement mon point mort. Donc, il y a 2 moments très importants dans le projet d'innovation, dans un mécanisme d'innovation. C'est qu'évidemment, on va dépenser beaucoup d'argent au départ et pendant un certain temps, qu'on appelle le moment 1, on va avoir des dépenses qui sont supérieures aux revenus, donc chiffre d'affaires notamment, et on va avoir un cash flow négatif. Donc là, on se met dans la situation vraiment du périmètre d'un projet, c'est-à-dire on n'est pas dans l'entreprise de manière générale, on est au périmètre du projet et on raisonne à ce niveau-là. Et c'est important de le faire effectivement au niveau du projet. On oublie le fait de dire je suis peut-être dans une entreprise qui a des ressources financières importantes, etc. Parce que ça, c'est peut-être vrai, mais ça n'enlève pas la problématique. Donc on a ce moment important, donc on a des cash flows nets, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les revenus qui sont négatifs pendant un certain temps. Donc on le voit ici sur ce schéma, ça va correspondre au cercle rose. Voilà, moment 1, on voit qu'il y a plus de barres en bas que de barres en haut. On a un moment 2 qui est intéressant, c'est qu'on a du chiffre d'affaires à un moment des revenus qui arrivent. Et je ne parle pas de levée de fonds, encore une fois, je parle bien de revenus. Et on va se retrouver avec des revenus qui sont supérieurs aux dépenses. Donc là, on va avoir des cash flows positifs. Donc on est content, tous les mois, on a des cash flows positifs. Et évidemment, on se sent plus à l'aise. Puisqu'on va être dans cette partie-là de notre vie du projet d'innovation. La question à laquelle il faut répondre, c'est quel est le moment minimum, la période minimum pour laquelle je dois trouver du financement? En fait, c'est tant que le moment 1 et le début du moment 2, on a des cash flows nets négatifs, donc c'était mon moment 1, qui sont supérieurs au cumul de mes cash flows nets positifs. Donc ça va mieux sur un dessin. Voilà, donc c'est le moment qui est là, montré par la flèche, ici. Donc on n'est pas ici, on doit trouver du financement externe. Donc on va en parler, on va voir comment on peut financer en externe. Donc ce n'est pas quand on est ici le plus bas, là, par exemple, là, ma trésor la plus basse ici, ou ici. Non, c'est bien, il faut aller jusque-là. Voilà. Il faut aller jusque-là. Tant qu'on n'est pas là, on n'est pas en mesure de s'autofinancer et on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher des financements externes. Donc déjà, faire ce travail-là avant de commencer, on sait bien que tout ça va bouger, mais c'est déjà intéressant, ça nous donne une horizon de temps nécessaire pour laquelle on doit trouver un financement. Voilà. Donc ça va être le cercle rouge. Et j'imagine que vous l'avez également touché du doigt ou déjà manipulé, c'est les on paper, in the market, in the bank. Ça, c'est très important, puisque évidemment, là, on parle de trésorerie réelle, c'est-à-dire ce qu'il y a sur le compte en banque du projet. Et c'est très différent d'avoir un contrat, d'avoir une lettre d'intention, c'est-à-dire peut-être on paper, c'est-à-dire c'est du papier. Voilà, j'ai un client à qui j'ai fait un contrat, très bien. Ensuite, je produis et je vais effectivement livrer mon service ou mon produit. Donc là, je suis sur le marché, donc c'est encore mieux. J'ai réussi à fournir ma valeur ajoutée.
mais ce n'est toujours pas dans mon compte en banque. Il y a encore une étape, ici, là, qui va prendre un certain temps, qu'on a tendance à sous-évaluer, et là, je vais être dans la banque. Donc tout ce qu'on voit là, c'est en considérant qu'on est à la dernière étape, c'est-à-dire sur mon compte en banque. Voilà. Donc déjà, si on arrive à positionner cette période-là, à se poser ces questions sur quel va être mon niveau de dépense, à partir de quand je vais avoir des revenus au périmètre du projet, et la durée nécessaire entre le moment où je rencontre un client, je lui fais un contrat et j'ai de l'argent qui rentre dans les caisses, c'est déjà pas si mal sur l'estimation du besoin de financement et la vision qu'on en a. Petit parcours aussi sur un modèle intéressant, voilà, qui a du sens quand on se pose la question, qu'on veut se mettre dans le point de vue de l'investisseur, qui est la courbe du hype. Donc on a parlé tout à l'heure d'innovation incrémentale, radicale. Là aussi, ça sert à positionner son innovation sur... Alors c'est un modèle, hein, il est parfois décrié, il était très utilisé dans les années 90. Depuis la digitalisation, il est un peu moins utilisé, mais il est quand même... il y a des courbes tous les ans. Cette courbe du hype, elle positionne des technologies sur une évolution. Donc il y a un modèle qui a été défini qui dit, voilà, une technologie, elle arrive, donc on fait beaucoup de R&D. Et puis, il y a des early adopters. Voilà. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on appelle la partie ascendante, montante de la courbe du hype. On commence à en parler, et puis il y a un pic. Et après, il y a une désillusion. C'est-à-dire, on commence à critiquer, à partir, à avoir les early adopters vont voir d'autres choses parce que, justement, c'est des early adopters. Donc là, on n'est plus dans la early adoption. Donc, ils vont voir d'autres technos. Néanmoins, on se rend bien compte que ce qui est écrit ici, on voit premier, second tour, troisième tour, il continue à y avoir au contraire du financement parce que pendant qu'on est dans cette courbe-là, on va viser la maturité qui va arriver dans la technologie. Et donc, c'est ici qu'on fait des paris en termes d'investissement, en termes de financement sur des technos qui vont aller chercher cette maturité. Donc, c'est intéressant de positionner la techno. Par exemple, si vous vous dites, voilà, dans mon projet, je vais faire du Web3, et ben, quelque part, le Web3, il va être quelque part sur la courbe et sans doute ça aura un impact sur la stratégie de financement que vous allez devoir mettre en place ou dans tout cas le discours que vous allez devoir élaborer pour faire comprendre que vous avez bien positionné votre projet et que le temps dont on a parlé est évalué le mieux possible. Donc c'est intéressant de connaître cette courbe et de faire l'exercice. Là, c'est l'exemple de Facebook. Donc en octobre 2017, Facebook était à ce niveau-là, de la courbe du hype. Il était valorisé 15 milliards d'euros, puisque Microsoft avait acheté 1,6% pour 240 millions d'euros. En 2011, donc 4 ans plus tard, il était tout en haut. Et puis ensuite, il a fait la courbe de la désillusion. Néanmoins, il a levé 16 milliards d'euros en 2012. Donc quand on est ici, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir lever des fonds, mais ça veut sans doute dire qu'on doit avoir un discours qui est différent. Et en 2020, donc, Facebook est valorisé 500 milliards de dollars. Donc ça, vous avez dû l'entendre, c'est récent. Donc il a fait x33 entre 2007 et 2020 en 13 ans. Et aujourd'hui, en mars 2024, Facebook est valorisé 1000 milliards de dollars. Donc il a fait x2 en 3 ans, ce qui revient à faire x30 en 12 ans. Donc quelque part, il est sur la même pente de valorisation plutôt intéressante entre 2007, 2020 et 2024. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant de refaire l'exercice sur Facebook parce qu'on connaît tous l'entreprise et on entend tous parler de, effectivement, Facebook qui perd des abonnés. Mais voilà, il s'est repositionné, il a conscience sans doute qu'il était plutôt par ici. Donc nous, peut-être consommateurs, on se dit ah, Facebook c'est fini. Lui, c'est très bien qu'il est là et que voilà, c'est ça qu'il attend en fait. Et effectivement, c'est bien ça qu'il a attendu. Voilà. Autre modèle intéressant, plutôt constat intéressant qui a un impact sur la stratégie de financement de l'innovation, c'est le cycle de l'innovation. Donc ça, c'est plutôt c'est Joseph Schumpeter, c'est économiste autrichien du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, qui a élaboré ce constat et qui en a fait une théorie. On constate que les vagues d'innovation qui, entre guillemets, changent le monde sont de plus en plus serrés, ce qui veut dire qu'il y a une accélération de l'innovation. Donc forcément, il y a une accélération du financement, puisque ça veut dire qu'il y a une accélération de la concurrence. En 250 ans, l'innovation a divisé par 2 le temps nécessaire pour changer le monde,
puisque la vague 1, c'est 60 ans, la vague 5, c'est 30 ans, et on est en train de commencer la vague 6, dont on entend beaucoup parler. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, peut-être 20 ans, peut-être 10 ans. Mais ça, c'est un point d'incertitude qui a un impact sur le pari qu'on va faire quand on finance une innovation. Exemple, donc ce n'est pas un exemple ancien, puisque c'était hier, article dans les Échos de Renault qui dit, donc Gilles Leborgne, qui est le directeur technologique du groupe, donc c'est le numéro 2 du groupe, qui gère la R&D de Renault, et il dit il faut accélérer la sortie des futurs modèles. Donc, il prévoit de faire la nouvelle Twingo en 2 ans. Donc, c'est un vrai sujet dans les entreprises les plus innovantes, dans tous les cas, qui ont le plus de moyens pour innover. Lucas Méo, qui est le DG de Renut, donc qui est également Renault, qui dit la vitesse va être hyper importante. Il met l'accent sur la nécessité pour résister à Tesla et aux nouveaux entrants. Donc ça, c'est ce qu'on dit du cycle de Schumpeter qu'on a vu avant. Accélération du cycle d'innovation, donc de plus en plus de risques de nouveaux entrants rapidement sur des sujets sur lesquels on pense être plutôt tranquille. Voilà. Donc il faut développer de plus en plus rapidement de nouveaux modèles, il faut innover de plus en plus rapidement. On peut imaginer que pour aller plus vite, il faut plus de financement, il faut plus de moyens financiers, même s'il faut aussi revoir ses méthodos et tout ce qui va avec. Donc on a une illustration récente et assez immédiate de l'accélération des cycles d'innovation et du risque qui est attaché à cette accélération. Le lien avec l'entreprise innovante et son cycle propre, voilà. Je pense que là, vous avez déjà tous vu très souvent ce schéma de l'évolution d'un projet qui reprend les flux de trésorerie dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. On dépense beaucoup d'argent au départ, on a faible visibilité sur le marché, sur les clients, sur la réussite de nos technos. Bref, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. C'est ce moment un petit peu délicat, stressant. Pour ceux qui étaient hier à Basque Invest, voilà, ça a été évoqué, ce stress d'aller de ne pas avoir de chiffre d'affaires, de faire que des dépenses, d'avoir les comptes dans le rouge. C'est comme ça fait partie de la particularité d'un projet d'innovation et d'une entreprise innovante d'accepter cette situation pour aller chercher la croissance, la maturité et forcément à un moment ou à un autre, on l'a dit en introduction, un déclin, on ne sait pas quand il va arriver, mais il va forcément arriver, et la nécessité de réinnover, de revenir dans un cycle d'innovation. Petit constat qui peut être intéressant, et je vous laisse méditer par rapport à ce qu'on a vu avant. Si on prend le cycle d'évolution de la start-up, qu'on en fait une symétrie axiale, donc je l'ai faite ici pour ceux qui ont du mal avec la géométrie, on retrouve quelque chose qui quand même ressemble un petit peu à la courbe du hype. Donc est-ce que c'est un hasard? Un hasard. Je vous laisse méditer, peut-être pas. Voilà. Il y a peut-être un lien entre les deux. Ce qui va m'intéresser pour la suite de notre propos, ça va être de faire un petit focus sur la vallée de la mort. Donc cette vallée de la mort, vous la voyez souvent comme ça, elle est super bien décidée, là c'est une sorte de grand 8. Si vous mettez une loupe, en fait, à ce niveau-là, vous allez voir ça. Voilà. Vous n'allez pas vraiment voir une ligne bien tracée, bien sympa. C'est plutôt un moment où on ne sait pas trop où on va, on sait qu'on y va, on a une vision du projet, on a une conviction. En revanche, sur le comment, sur qu'est-ce qui va nous arriver, voilà, là, c'est plutôt le brouillard et c'est normal. Voilà. Ça pose la question de pourquoi on doit financer effectivement tous ces cycles qu'on a vus, tout ce risque. C'est justement la conjonction des raisons qu'on vient d'évoquer. C'est que l'innovation, c'est cher, donc ok. C'est risqué, donc on pourrait se dire autant fuir. C'est incertain, autant fuir 2 fois. Mais surtout, c'est indispensable à la performance économique, donc à la création d'emplois, donc à la richesse, etc. Du vivre bien, du vivre encore, etc. Donc c'est pour ça que l'innovation et le financement de l'innovation, c'est un cas particulier du financement d'entreprise, parce qu'il va y avoir un écosystème particulier, notamment un écosystème
du financement public de l'innovation et un écosystème d'investisseurs un peu particuliers qui vont prendre ces risques avec les dirigeants en étant tout à fait conscients de tout ce qu'on vient de dire, mais en étant aussi dans l'espérance d'aller chercher cette croissance supérieure à une croissance d'une entreprise non innovante et donc d'avoir un espoir de rentabilité qui aura des effets aussi sur le terrain en termes d'emploi, en termes de souveraineté, etc. Et la question à laquelle on va essayer de répondre également, c'est pourquoi il faut mettre en place une stratégie de financement. Donc, c'est relativement lié. Vous avez, je crois, dans vos projets, tous fait l'exercice d'un business plan, de prévision financière. Donc, en général, ce n'est pas une obligation, mais on utilise souvent Excel et c'est super pratique parce qu'on fait des copier-coller, on tire des tirs et glisser, enfin plein de choses comme ça. Donc, on met des belles pentes, 10%, 5%, voilà. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on va être dans la réalité, le terrain, il va plutôt ressembler à ça. Donc avec des imprévus, avec des trous, là on n'avait pas imaginé avoir des trous, des lacs à traverser, des ponts parfois pas très solides, des nuages, du soleil. Voilà, ça c'est la réalité du terrain et évidemment, il faut faire l'exercice du business plan financier est indispensable et il est super intéressant si on le fait en ayant en tête déjà ce qu'on vient de se dire dans cette première demi-heure et en ayant en tête que ça ne va pas se passer comme on l'a écrit. Et là, ça fait déjà, on peut amener à ce moment-là un point hyper important pour financer ou pour trouver des financements, parce qu'en fait, c'est plutôt ça la question. Pour trouver des financements sur un projet d'innovation, c'est la capacité à s'adapter en permanence sur le terrain, sur la réalité. Voilà. La carte n'est pas le terrain, comme disent les militaires. En innovation, c'est vérifié tous les jours. Voilà, donc petite synthèse de ce préambule que je souhaitais faire parce qu'il me semble que c'est important d'avoir ces sujets en tête pour bien comprendre ce qu'on va dire après et bien comprendre la spécificité d'un projet d'innovation, d'une entreprise innovante. Voilà. Donc rappelez-vous le besoin de financement externe jusqu'à ce que la courbe rouge traverse le zéro, sachant que voilà, vaut mieux être prudent sur les hypothèses comme ça. Ça peut arriver un peu avant, mais pas trop après. L'impact du besoin en fonds de roulement, voilà, le on paper, in the market, in the bank, qui est un sujet, enfin des hypothèses également importantes à évaluer. Et donc, bon, le petit moment 1 plus moment 2, tant que la somme des cash flows négatives est supérieure à la somme des cash flows positifs. Ça, c'est pour ceux qui aiment un peu les maths. Voilà. Donc, comment on va construire sa stratégie de financement? On l'a vu, beaucoup d'incertitudes pour tout le monde. Pour celui qui innove, il a une vision. Pour celui qui va financer, pour les partenaires également du projet. Donc, le premier point qui, à mon avis, est le plus important pour trouver du financement sur un projet d'innovation, c'est de savoir faire preuve de conviction. Donc, c'est déjà d'être vous convaincu, d'avoir une vision et de savoir la partager. Et je vais vous partager quelques exemples voilà, qui sont là pour vous motiver à défendre vos convictions et votre vision, y compris face à des investisseurs acharnés, aguerris, avec énormément d'expérience, à des entrepreneurs également. Voilà. Si vous avez une conviction, si vous avez une vision d'une innovation, il faut savoir la défendre. Par exemple, en 1850, sur le train, donc, on pouvait entendre, on pouvait lire du docteur Lardner, professeur à l'Université de Londres, le voyage en train à grande vitesse est impossible parce que les passagers mourront d'asphyxie. Voilà. Sachant qu'à l'époque, la grande vitesse, ça devait être 30 ou 40 km/h. Voilà. Aujourd'hui, on meurt parfois à cause de la grande vitesse, mais pas pour des raisons d'asphyxie. Et on est content que, évidemment, les innovateurs de l'époque n'aient pas abandonné leur projet. Voilà. En 1911, un peu plus tard, mais ce n'est pas si vieux que ça pour certains d'entre nous,
Les avions sont des gadgets amusants, mais sans aucun intérêt militaire. Bon, malheureusement, l'actualité nous montre que ce n'est pas le cas. Et ça, c'était quand même Ferdinand Foch, responsable de la stratégie militaire française et futur commandant de guerre, voilà, à la veille d'une guerre. Donc là aussi, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de connaissances, de compétences de la part de Ferdinand Foch. La vision était sans doute pas là, et aujourd'hui, il y a des avions militaires qui sont évidemment une arme indispensable. En 1946, on rentre dans une ère quasi contemporaine pour nous. La télévision ne conservera aucun des marchés qu'elle a gagnés au cours de ces 6 premiers mois. Les gens auront vite assez de regarder une boîte en contreplaqué tous les soirs. Donc là, je pense qu'on n'est déjà plus à la télévision dans les nouvelles générations, on est passé à d'autres supports. Néanmoins, on comprend bien que la vision n'était pas là non plus, alors que c'était la Century Fox quand même qui donnait ce message-là. C'est juste qu'elle était dans son monde. La Century Fox était un autre monde, le cinéma. Donc c'est l'histoire on pourrait prendre de Kodak, qui est très connu, qui n'a pas fait le pas du numérique, parce qu'il n'a pas compris qu'en fait, il vendait des souvenirs et pas des photos. Voilà, et qu'on pouvait très bien avoir des souvenirs en numérique et on n'était pas obligé d'avoir des papiers photos. Pourquoi? Parce que Kodak, c'était des chimistes. Donc eux, ils défendaient leur bout de gras. Et si on passait au numérique, leur propre avenir était un petit peu compliqué dans l'entreprise. Donc, il faut aller au bout de ces projets. En 1970, nous ne vendrons jamais nos dessins animés sur vidéocassette. Donc ça, c'était le plan stratégique de Disney, une des plus grosses sociétés mondiales, a priori dans le pays qui masterise le marketing. Voilà leur vision en 1970. Quelques années plus tard, puisque voilà, c'est mon époque, très vite, on avait nos étagères pleines de cassettes vidéo de Disney. Donc j'espère que c'est quelques exemples qui doivent vous motiver sur le fait de défendre votre vision, alors d'en avoir une et de la défendre et de ne pas vous laisser démonter, y compris dans les démarches de recherche d'investissement. J'en avais encore une. Pour les gamers, il n'y a aucune raison que les gens aient un jour un ordinateur chez eux. Voilà, c'était Digital Equipment en 1977. Donc Digital Equipment, c'est l'équivalent d'un IBM ou d'un Apple à l'époque, société mondiale. Voilà leur vision en 1977. Voilà. 10 ans plus tard, à peu près, un certain nombre de foyers avaient un PC sur leur bureau. Comment on met en place une stratégie efficace pour contrer justement ces obstacles à l'innovation? Parce qu'il y a plein d'obstacles à l'innovation. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour expliquer que ça ne va pas marcher, que ce n'est pas le bon sujet, qu'il n'y aura pas de marché. Voilà. Tout ça, c'est des obstacles qu'il faut apprendre déjà à reconnaître, et puis il faut préparer des méthodologies, des réponses. Déjà, là, on va se mettre dans l'entreprise. Voilà. Mais ce qui est, je pense, intéressant pour vous, parce que les projets, de ce que j'ai compris, vous faites quand même un projet pour une entreprise. Et quand on innove dans une entreprise, il y a aussi des obstacles qui sont déjà présents dans l'entreprise de manière inhérente. Et ce n'est pas une critique, c'est juste naturel. Donc évidemment, on l'a dit, il y a un fort niveau de risque. Donc ça, c'est inéluctable. Donc il faut effectivement que l'entreprise elle accepte de prendre du risque, d'avoir un échec sur le projet. Or, ce n'est pas la culture de l'entreprise. L'entreprise, elle est là pour performer. Une entreprise, par exemple, industrielle, son sujet tous les jours, c'est d'être de plus en plus performante pour atteindre un niveau de qualité de 99,9%. Et ce n'est pas pour faire un projet qui va peut-être échouer. Voilà, non. Ce qu'elle cherche tous les jours, c'est d'optimiser, de réussir et d'avoir une gestion de projet hyper qualitative, hyper performante. Quand on parle d'innovation, on n'est pas du tout dans ces mindsets-là. Donc déjà, il faut accepter le risque. Donc on se posera aussi la question de comment dérisquer un projet. Après, le diktat du ROCE, donc là aussi, c'est un petit point de finance, donc Return on Capital Employed, donc c'est le retour, c'est la rentabilité du capital. C'est un des indicateurs très importants en entreprise. Là, il va falloir démontrer effectivement que ce projet-là, que votre projet, il y a une espérance de retour sur investissement. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il y a un conformisme qui est présent dans toutes les entreprises.
qui est issu de la qualité, des contrôles internes, des méthodos, de l'histoire, etc. Et ben, ce conformisme, il faut aussi arriver à la fois à faire avec, mais à le contourner. Et en fait, il y a l'identité de l'entreprise qui est forte, c'est la culture d'entreprise. Et souvent, quand on amène une innovation, on va faire aussi bouger les lignes sur la culture, sur le positionnement. Voilà. Donc ça, c'est des obstacles qu'il ne faut pas négliger, parce que sinon, on peut se retrouver un peu vite dans le désert. Et typiquement, les financements peut-être internes n'arriveront pas ou n'arriveront plus. La première réponse qui me paraît essentielle, en fait, sans doute un critère le plus important, une question à se poser, une réponse à apporter très rapidement sur votre projet d'innovation, c'est son business model. Voilà. C'est bien d'avoir l'idée, c'est le début, la conviction, la vision, mais très rapidement, il faut se dire, OK, quel va être mon business model ? Et évidemment, ce business model, il doit être rentable si on veut aller chercher du financement. Parce que ça va être le point, la question qu'on va vous poser, et surtout, ça va être ce qui sera étudié sur le projet par les financeurs, par les investisseurs. Et également, ça va structurer énormément la suite de votre projet, sa structure de coût, justement, on va en parler juste après. Donc ça a des impacts forts sur la stratégie de financement. Et à la fois, c'est la colonne vertébrale de la réussite, quelque part, de la conviction. C'est par là que vous allez arriver à amener en fait vos partenaires. Donc ce business model, j'imagine que vous connaissez le format, là, ce format du business model Canvas d'Alexandre Osterwalder, qui quelque part aujourd'hui fait référence, donc il s'est un peu imposé quand même comme un outil assez efficace pour réfléchir sur le business model. Donc on ne va évidemment pas le décrire aujourd'hui. Mais globalement, il y a deux grandes pistes pour innover sur un business model. Soit on innove dans la proposition de valeur, donc c'est le centre du BMC. Et ça veut dire on a un focus sur le besoin client, quoi et à qui, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais proposer et à qui je vais le proposer. Et là, c'est plutôt par exemple l'approche, on pourrait dire, d'Apple, qui est vraiment très très fort sur cette partie de proposition de valeur, de nouvelles propositions de valeur, qui peut être disruptive. Hein. Attention, on peut retrouver tous les degrés dont on a parlé tout à l'heure. Ou alors on peut innover dans l'architecture de la valeur, donc c'est plus simplement sur la chaîne de valeur, voilà, de la filière, de l'industrie sur laquelle on va intervenir, donc de réfléchir à cette chaîne de valeur et de la modifier pour créer une valeur différente et a priori qui va attirer. Et là, un des exemples assez connus, c'est Ikea. Voilà, Ikea qui a révolutionné la chaîne de valeur de l'ameublement, à la fois en modifiant son offre, à la fois en modifiant sa manière de négocier les forêts, le bois, de le découper, de le stocker. Enfin, voilà. De partout, en fait, il s'est posé la question sur chaque maillon de la chaîne de valeur, comment je peux faire différent par rapport à ma vision de ce que doit être un meuble et de la manière dont on le consomme. Je vais changer les choses à tous les niveaux. Voilà. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Et évidemment, ce business model innovant et rentable, il va avoir un impact immédiat sur l'équilibre financier de votre projet d'innovation ou de votre entreprise innovante, de votre start-up, c'est-à-dire sur le combien. Combien ça va coûter, combien ça va rapporter, ou plutôt comment ça va rapporter. Quand, on revient au sujet du départ, en fonction de votre business model, vous n'aurez pas les mêmes structures de coûts, vous n'aurez également pas le même typologie de revenus si vous faites de l'abonnement, si vous faites de la vente, si vous vendez par des distributeurs, si vous vendez en direct, si vous décidez d'insérer la production, si vous décidez de la réaliser en partenariat. Voilà. Tout ça, ça fait partie du business model et ça a un impact sur votre business plan, donc sur votre flux de trésorerie, donc sur votre moment 1 et votre moment 2, etc. Voilà. Mais tout part de là. Et ensuite, il faut arriver à aligner ces planètes. C'est tout l'enjeu de la conviction et de la recherche du financement.
Donc, à chaque business model, sa stratégie de financement et une stratégie de financement qui doit s'adapter donc à cette structure de coût pour être pertinente. Dans l'évolution d'un projet, voilà, entre de l'idée au marché, on va avoir des niveaux, des besoins et des niveaux de besoins de financement qui vont évoluer. Il faut arriver à anticiper ces évolutions, à les faire comprendre, à les organiser. Il y a des moments où c'est plus risqué, plus difficile que d'autres, et c'est pour ça, on y reviendra un peu tout à l'heure, qu'il y a des financements publics, notamment au départ, voilà, quand on est au stade de l'idée, on va trouver des subventions, on va trouver des prêts sans garantie, on va trouver de l'accompagnement aussi intéressant, voilà, qui permet de lancer la machine quelque part. Mais en fait, ces aides-là, on les obtient que si on est capable d'expliquer ce qui va se passer après. C'est pas un don, c'est vraiment un accompagnement parce qu'il y a une compréhension des étapes qui suivent. Et c'est bien l'objectif d'arriver à, une fois qu'on a compris comment ça va se passer son projet, donc qu'on a à peu près établi son business model, et sachant, rappelez-vous, le vélo avec les montagnes, etc., il va peut-être changer. C'est-à-dire que le business model, vous en définissez un à l'instant à T0. À T1, il va peut-être être différent ou pas, et ça risque de changer aussi finalement tout votre business plan, etc. Mais si vous avez bien en tête que ça peut changer, vous serez préparé et vous saurez vous adapter. Et c'est ça qui est important. Mais comment on peut quand même renforcer du coup cette stratégie pour synthétiser cette slide et ce propos, c'est en fait c'est la théorie des petits pas. Voilà. Plus il y a de risques, et c'est pareil, je pense, si vous faites du sport, si vous faites une activité quelconque, s'il y a du risque, vous ne vous lancez pas à 3000 à l'heure, les yeux fermés. Non, vous allez faire des petits pas. Si vous évoluez dans le noir, dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous allez mettre les mains devant vous, vous allez avancer doucement et vous allez vous dire, OK, là, j'ai touché le mur, donc a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de porte, je vais me mettre de côté, je vais chercher la porte, etc. C'est la même chose sur votre projet d'innovation. Il faut définir quelle va être votre progression et comment vous allez créer de la valeur au fur et à mesure que vous avancez, ou plutôt définir un avancement qui vous permet de créer de la valeur le plus rapidement possible, de manière régulière et si possible de manière anticipée. Alors, vous ne le ferez pas peut-être juste du point 1 au point 9, mais au moins entre le point 1 et le point 4, vous avez un plan de jeu, vous avez une stratégie, et vous êtes capable de dire, voilà, on va passer, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et là, ça va nous permettre de créer telle valeur, donc tel intérêt pour le marché, du coup, on va être capable de vendre, de lancer ce MVP, où on va avoir tel brevet, et ça va nous permettre de faire telle collaboration et nous ouvrir tel marché. Et ça, évidemment, c'est hyper intéressant pour un financeur parce que ça donne confiance. Ça veut dire, que vous avez envie très rapidement de créer de la valeur. Et on a vu dans le slide premier, le point commun, c'est créer de la valeur sur un marché. Donc, plus vous le faites vite, plus vous serez pertinent, plus vous serez attirant. Et plus vous le faites souvent, plus vous pourrez multiplier les financements et les investisseurs. On le verra aussi, c'est intéressant de plutôt faire des investissements les uns après les autres. Donc, valorisation d'un projet, ça c'était également de manière très, très, très... On ne peut pas rentrer dans le détail des méthodes de valorisation, mais une méthode assez commune, c'est de dire un projet, c'est des cash flows futurs actualisés avec un taux de risque. Voilà, c'est une des méthodes, il y a plein de méthodes, mais dans l'esprit, c'est quand même ça un projet, c'est votre promesse de cash flow qu'on actualise avec un taux d'actualisation qui reprend à la fois des taux d'intérêt plus du risque, qui permet d'avoir une valeur à aujourd'hui de votre projet. Et ce qu'il faut, moi ce que j'aime bien dire, c'est que c'est en créant de la valeur tout au long du projet qu'on gagne la confiance des investisseurs, qu'on favorise son financement et donc qu'on diminue le risque, en fait, vu de l'investisseur, ou plutôt qu'il accepte le risque. Ce qui est un peu différent
si on dit en diminuant le risque attaché à un projet, je crée de la valeur. Ce n'est pas complètement faux, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif qu'on doit avoir. L'objectif, ce n'est pas forcément de diminuer le risque en tant que tel, c'est plutôt de créer de la valeur au fur et à mesure du projet. Parce qu'on peut très bien porter des projets très risqués, et ils sont par nature très risqués. Dans la santé, dans la biotech, voilà, on sait que les projets sont très risqués, que la plupart n'aboutissent pas. Néanmoins, ça fait partie des industries où il y a les plus forts niveaux d'investissement et de financement pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a une vision souvent forte, il y a une valeur perçue, on en parlera rapidement, forte aussi, si on soigne une maladie rare, si on soigne un cancer. Évidemment, la valeur est très très forte, donc il y a une volonté de financer. Et pourtant, le risque, il est toujours aussi fort. Voilà. Donc, l'objectif de diminution du risque, c'est plutôt un résultat qu'un objectif. En fait. Voilà. Comment on va évaluer néanmoins, parce qu'à un moment, il faut bien quand même faire un petit peu de finance sur... puisqu'au départ, on a des chiffres, on a un BP, on a des commentaires, on a des analyses, on a une stratégie. Mais si on fait de l'Excel, c'est aussi pour en sortir, c'est bien parce que ça sert et que c'est utilisé à un moment. Je vous ai mis là, en fait, 4 indicateurs hyper traditionnels qui sont utilisés à la fois par des investisseurs, des fonds, et à la fois par les financeurs publics, donc que ce soit l'ADEME, BPI-France, pour analyser les projets et les prévisionnels quand ils les reçoivent. On a d'abord ce qu'on appelle le délai de récupération. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour l'investisseur, le temps qu'il doit constater entre son investissement et le moment où les flux futurs positifs remboursent l'investissement. Voilà, donc ça, c'est assez facile. Donc c'est une durée. On a le TRI. Donc le TRI, je pense que vous en avez tous entendu parler. Le taux de rendement interne, il n'est pas très facile à expliquer. C'est le taux d'actualisation dont on vient de parler, ce taux d'actualisation qui comprend un taux d'intérêt et du risque, qui permet de faire en sorte, ou qui permet de constater que la somme de vos flux futurs est égale à 0. Voilà. Donc ça veut dire c'est un peu c'est pour ça qu'on dit que c'est un taux de rentabilité interne, puisqu'avec ce taux-là, finalement, je ne dis pas que c'est un jeu à somme nulle, mais on se retrouve à 0, ce qui est déjà pas si mal. Donc, ça donne une idée du niveau de risque du projet, et c'est un taux de croissance annuel. Voilà. Au final, on en sort un taux de croissance annuel, donc ça peut être entre 6 et 30%, par exemple. Et ça permet d'avoir une idée du risque du projet et surtout de sa rentabilité future à l'instant T. Le seuil de rentabilité, donc ça c'est un peu plus facile à évaluer, c'est le moment où le chiffre d'affaires permet de couvrir les coûts fixes et les coûts variables. Donc là aussi, on sait que quand mon chiffre d'affaires augmente, mes coûts variables augmentent. Donc il y a une petite équation à faire, un peu quand même avec la trésorerie, où à un moment, ça y est, on passe un cap où le chiffre d'affaires a financé tous les coûts fixes et les coûts variables supplémentaires sont moins importants que l'augmentation de mon chiffre d'affaires. Et il y a un moment où on a une égalité, c'est le seuil de rentabilité. Donc ça, c'est un point également à identifier, puisque évidemment, c'est celui qu'il faut atteindre le plus rapidement possible ou dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, on a le retour sur investissement. C'est proche du TRI, mais le retour sur investissement, c'est un taux de croissance sur toute la période du projet, alors que le TRI, c'est un taux de croissance annuel. Voilà. Je vous laisserai aller creuser ces sujets sur vos projets, aller les calculer ce week-end. Voilà, donc là, on a vu des points, des principes en fait sur l'innovation, sur sa particularité, sur la posture, le mindset du porteur, du pilote d'un projet innovant, comment le défendre, comment construire une stratégie gagnante, comment en parler, comment convaincre. Et qu'est-ce qu'on doit mettre dans une stratégie de financement et comment on peut évaluer aussi ou auto-évaluer sa stratégie avec quelques indicateurs. On a dit effectivement qu'il y avait un écosystème particulier pour le financement de l'innovation et notamment sur la partie financement public. Donc on va regarder les grands dispositifs et les acteurs du financement de l'innovation.
Sur la partie publique, alors je suis à moitié à l'aise pour vous présenter cette slide aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout si elle sera encore vraie demain. Je pense que comme vous avez tous écouté un peu les actualités du moment sur les discussions budgétaires, le déficit, les 55 milliards de coûts d'intérêt de la dette, etc., qui commencent à poser des vraies questions. Donc là, on parle du financement public. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le budget 2023-24. Bon, est-ce qu'il va être révisé? On n'en sait rien, mais l'idée générale, c'est de dire qu'on n'a jamais eu autant de soutien public pour l'innovation. Pour faire simple, il y a un programme essentiel qui est France 2030, qui regroupe énormément de dispositifs. Ce programme, c'est 54 milliards d'euros jusqu'en 2030, qui vise les grands axes qui sont visés, c'est la digitalisation, la décarbonation et l'innovation. Donc c'est la transition écologique et le soutien de l'innovation, les trois pouvant être mêlés. L'objectif, c'est de mieux produire, mieux vendre et mieux comprendre, c'est mieux vivre, je pense, et mieux comprendre le monde. Donc, ces axes, ils sont importants aussi à connaître parce que ça veut dire que les projets attendus en termes de financement, ils doivent s'intégrer dans ces stratégies. Ou dit autrement, il faut intégrer ces stratégies dans les vôtres si vous voulez faire partie des projets qui seront financés. On a évidemment le crédit d'impôt recherche. Donc le crédit d'impôt recherche, comme son nom l'indique, c'est de la fiscalité, c'est un crédit d'impôt. C'est à peu près 7 milliards d'euros de financement par an, toute entreprise confondue, tout secteur confondu. Donc il y a un côté universel du financement par le crédit d'impôt recherche, ce qui veut dire que c'est 50 milliards d'euros jusqu'en 2030. Donc on fait 50 milliards plus 50 milliards, on est à 100 milliards d'euros de financement disponible et à organiser pour optimiser le financement de son projet. Au niveau européen, on a un programme, le programme s'appelle Horizon Europe, donc c'est un énorme programme, c'est presque 100 milliards d'euros, ça a commencé en 2022-2027, et ça vient compléter les financements nationaux. Les acteurs, rapidement, évidemment, il y a BPI France, qui est aujourd'hui un acteur incontournable et qui devient de plus en plus un guichet unique. Donc il faut discuter, si vous avez des projets d'innovation, il faut rencontrer les chargés d'affaires BPI France de vos régions parce qu'ils vont pouvoir vous expliquer tout ça, ils vont pouvoir vous aider à orienter votre projet, à construire votre stratégie. L'ADEME, donc l'ADEME, c'est l'organisation qui est orientée sur la partie plutôt durable, donc tout ce qui va être transition écologique de manière très spécifique. L'ANRT, Agence nationale de la recherche et de la technologie, donc on va trouver ici des projets un peu plus en rupture. Évidemment les régions qui ont des financements, la DGE, donc notamment pour la partie crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, jeunes entreprises innovantes. Et évidemment, les ministères ont aussi des enveloppes pour financer dans leur ministère, c'est-à-dire sur leur périmètre, des projets. Il y en a plein d'autres, il y a peut-être 7 à 10 000 lignes de financement qui existent, mais là, ça vous donne les grands acteurs et surtout les acteurs qui, après, sont capables de vous orienter dans l'écosystème. Que vous soyez une entreprise, un grand groupe, une ETI, une PME, un porteur individuel, à tous les niveaux, on peut aller chercher des aides, mais surtout du soutien et de l'information. Point important, puisque ça c'est un principe du financement public de l'innovation, et ça c'est un point très très important, très impactant dans votre stratégie, et souvent vu de notre côté quand on est en conseil et sur la roadmap de financement de l'innovation, ce sont les capitaux propres, les fonds propres, puisque le financement public de l'innovation, c'est un cofinancement, et c'est un cofinancement à hauteur des fonds propres. Voilà. Sauf exception sur des bourses ou des concours, mais ce n'est vraiment pas l'essentiel, c'est un pouillème des aides. Elles sont intéressantes, mais le principe fondamental auquel ne peut pas déroger l'État, c'est ce cofinancement à hauteur des fonds propres. Donc, il faut comprendre cette notion de fonds propres. Au départ, les fonds propres d'une entreprise, c'est son capital social.
Donc, c'est ce que vous allez mettre au départ dans l'entreprise, les 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Ça veut dire si vous mettez 1 000 euros de capital social, la capacité d'effet de levier auprès du financement public, hormis concours, ça va être 1 000 euros. Voilà. Donc, si vous voulez, dans votre roadmap, aller chercher des financements plus importants, il va falloir constituer ces capitaux propres. Et pour les constituer, les moyens, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas un nombre infini, au contraire des aides. C'est soit d'être bénéficiaire, c'est-à-dire de faire du résultat, et ce résultat, de ne pas vous le distribuer ou le distribuer à vos actionnaires, de le garder dans l'entreprise, donc il va venir renforcer vos capitaux propres. C'est soit vous de réinvestir, donc de faire une augmentation de capital, vous ou un investisseur, et c'est à peu près tout. Donc, soit vous faites du bénéfice, soit vous faites une augmentation de capital. Voilà. Donc, ce qui veut bien dire, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, qu'il faut avoir une stratégie de financement qui va mêler vos objectifs de bénéfice, votre chiffre d'affaires, les fonds publics, les fonds privés, mais les deux étant conditionnés. Et puis, évidemment, il y a les fonds bancaires, vous pourrez dire, on n'en a pas parlé. Eux, ils sont importants dans la stratégie, mais ils vont arriver souvent en troisième pilier, une fois que vous aurez constitué les deux premiers. Et ça, c'est un point important, puisqu'on est sur ce sujet-là. Aujourd'hui, les investisseurs, et notamment les fonds, vous demandent d'avoir eu une réflexion sur cette optimisation de l'effet de levier entre le financement public et le financement privé. Donc, on rentre un peu plus dans le détail des typologies de financement, mais vraiment dans les grands principes. Vous allez avoir deux moyens de financer votre projet. Vous allez avoir des moyens, c'est-à-dire des financements qui vont être non capitalistiques et donc non dilutifs, et puis certains qui vont être capitalistiques, donc dilutifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le premier cas, donc la flèche de gauche, ça veut dire qu'on obtient des financements contre un engagement de réaliser des travaux de recherche et d'innovation, dans notre cas, et de rembourser, sauf si c'est des subventions, le financement qu'on a obtenu. Donc, c'est une avance de trésorerie qui peut être de la part de la banque, d'une banque donc privée, une dette publique, donc une aide par exemple de BPI France. Et votre engagement, c'est de dire, OK, j'ai emprunté pour faire ce projet-là, je vais bien le faire et vous devrez démontrer que vous avez bien réalisé ce qui était convenu. Et ça, c'est non dilutif, ça veut dire, si vous avez 100% de votre société, quand vous faites cette démarche, vous aurez toujours 100% à la fin. La colonne de droite, qui est capitalistique, c'est différent. Quand on est dans cette démarche-là, en fait, c'est une démarche qui vise à vendre une partie de votre société. Voilà. Puisqu'on va aller chercher du capital, et quand on cède du capital, quand on augmente son capital, c'est qu'on cède une partie de sa société, donc on vend, pas la totalité, mais une partie de sa société. Donc c'est très différent. Et là, l'attente de l'investisseur, puisque vous lui avez vendu votre société, c'est que votre société, à un moment ou à un autre, elle soit rentable pour que, évidemment, il ait son retour sur investissement. Donc on voit bien que quand même les philosophies, même si tout ça, on va le mêler dans le financement, sont assez différentes. Et donc les attentes sont assez différentes. Voilà. Donc deux grandes typologies ou mécanismes de financement, dilutif, non dilutif. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre et pas le sous-estimer, parce que quand on vend sa société au départ, je ne sais pas si vous avez en tête les anecdotes sur les bitcoins il y a, je sais pas, 5, 6, 7 ans, voilà, où quelques early adopters des bitcoins qui avaient payé des pizzas ou autres consommables sans valeur avec des bitcoins, et aujourd'hui on revalorise le prix de la pizza avec le cours du bitcoin, ça fait une pizza à quelques centaines de milliers d'euros. Voilà. C'est la même chose quand vous cédez votre société. N'oubliez pas la valeur que vous allez créer. Voilà. Il faut vraiment avoir en tête que cette cession, elle peut demain valoir cette part de société,
je vous le souhaite, 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros. Voilà. Donc, faut vraiment avoir ça en tête. Après, en termes de sources de financement, donc on a vu dilutif, non dilutif, il y a des financements publics et des financements privés. Donc, dans les financements publics, on va trouver des aides qu'on appelle directes, qui sont des subventions, des prêts, des avances remboursables, donc des dettes ou des subventions. On va trouver des aides indirectes, c'est les crédits d'impôt. Donc, ça veut dire que vous dépensez de l'argent. Pourquoi indirect? Vous dépensez et après, vous avez un financement. Donc là, je vous ramène à la première slide sur les flux de trésorerie, parce que ça, c'est aussi, nous, des corrections qu'on fait très souvent quand on accompagne nos dirigeants qui font du crédit d'impôt recherche, par exemple, et qui nous positionnent, ouais, bah là, en novembre ou en février 2025, j'aurai mon crédit d'impôt recherche 2024. Et nous, on leur dit, non, 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 tu l'auras, on va le mettre en novembre 2025. Parce qu'on sait que le délai de paiement, voilà, est très incertain et il peut aller jusqu'à 12 mois, donc on va le mettre le plus loin possible. C'est pour ça que c'est indirect. C'est-à-dire qu'on a commencé à dépenser en janvier 2024 et on a le remboursement en novembre 2025. Pendant cette période de 23 mois, c'est à nous de financer. Voilà. Et on a la partie privée. Et dans la partie privée, on va retrouver des prêts bancaires, donc des dettes, la même nature que dans le financement public, et on va avoir les augmentations de capital. Voilà, donc deux types, privé-public, et deux catégories, ou deux types aussi, dilutifs, non dilutifs. Donc vous ne perdez pas dans cette matrice-là. C'est important de savoir, de comprendre la nature du financement que vous allez obtenir. L'idée générale de tout ça, de tous ces financements, de toutes ces natures, c'est d'arriver à construire une sorte de millefeuille ou de composite de financement qui permet de compenser les dépenses à chaque instant, en fait, de manière dynamique, pour construire un plan de financement, un plan de trésorerie équilibré. Parce qu'on ne peut pas... alors ça aussi, c'est une lapalissade, mais on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Voilà. Et l'euro que vous avez au début, il a la même valeur que le premier euro, il a la même valeur que le dernier euro que vous aurez. Voilà, c'est pas, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de projets qui n'aboutissent pas. Voilà, ça fait partie du processus d'innovation et 9 fois sur 10, la raison, c'est soit une mésentente entre les associés, soit un problème de trésorerie. C'est-à-dire, quand on dit un problème de trésorerie, c'est pudique, c'est on n'a plus d'argent, voilà, et on ferme la boîte. Et très souvent, nous, on constate que cette notion de la valeur de l'euro, elle évolue au fur et à mesure du projet. Or, la valeur de l'euro, il n'évolue pas. Le premier euro et le dernier euro, ils ont la même valeur, et il faut leur donner cette même valeur tous les jours et bien comprendre que au départ, il y a souvent une sorte de relaxation parce qu'on n'a pas de dépenses, on n'a pas de salaire, on n'a pas de salariés. Donc, on ne se rend pas compte que si on n'a plus d'argent, c'est grave. Voilà. Si on n'a plus d'argent, c'est-à-dire plus d'euros sur son compte en banque, c'est grave parce qu'on dit bah ouais, on n'a plus que 1 000 euros, mais c'est pas grave, de toute façon, on ne se paye pas. Mais 6 mois plus tard, une fois qu'on a un premier stagiaire, un alternant ou une embauche, bah, si on n'a plus d'euros, là, c'est grave en fait. C'est grave parce qu'on ferme la boîte. Voilà. Parce qu'on n'a plus le salarié, c'est lui qui savait, et nous, on est parti sur d'autres sujets, et là, c'est la fin du projet. Voilà. Donc, c'est une évidence, mais je vous assure que sur le terrain, quand on est dans les creux, les vagues, les montagnes, sur son vélo, dans le tourbillon, cette évidence, on a vraiment tendance à l'oublier. Donc, ça aussi, c'est vraiment un principe, je pense, fondamental du dirigeant, d'avoir les yeux tous les jours sur son compte en banque et de se poser la question de ses dépenses et de l'évolution de cette trésorerie et de sa stratégie. Donc, il faut la construire. On a parlé tout à l'heure, effectivement, du cycle d'évolution, de l'idée au marché. Donc, en général, sur un projet d'innovation, on passe de la création, après on a une phase de faisabilité. On va se dire, OK, est-ce que ce que je suis en train d'imaginer, quand même, c'est faisable avec les moyens que j'ai ou les moyens que je suis capable d'aller chercher. Puis après, on va développer, on va faire des maquettes, des MVP, des premiers produits. Rappelez-vous aussi qu'on va essayer de valoriser dans l'intervalle un maximum de choses. Et puis ensuite, on a une phase de croissance. À chaque étape, en fait, de cette évolution,
on va trouver des dispositifs qui vont être dédiés, spécifiques, pour venir financer ces étapes-là. Il y en a un qui est permanent, c'est le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation, sous certaines conditions de réaliser de la recherche ou être dans un processus d'innovation, évidemment. Mais lui, il est vraiment agnostique. Donc, il faut le prendre en compte très, très tôt. Il faut avoir une méthode vraiment solide pour pouvoir déclarer en toute confiance. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long du projet en termes de financement. Et ensuite, voilà, les autres aides vont venir se déclencher à différents moments. Il va falloir faire des dossiers pour aller les chercher. Donc, il faut aussi les anticiper. Et la levée de fonds, dont on va parler enfin, on parle beaucoup d'amorçage, de pré-amorçage, seed, pré-seed. Néanmoins, elle intervient quand même pas forcément tout de suite. Voilà, il faut avoir quelques preuves un peu solides pour aller lever des fonds de manière significative. Quand on dépose un projet pour aller demander une aide publique, là c'était juste pour vous donner un peu une vision sur comment on peut essayer de catégoriser ou d'identifier les aides. Voilà, on l'a vu, il y a différents organismes, il y a différents types d'aides. Après, il y a des géographies à prendre en compte. Il y a certaines aides qui sont que sur certains territoires, et notamment là, les régions ont la main pour avoir des politiques régionales d'innovation qui sont déclinées des stratégies nationales d'innovation qui sont elles-mêmes déclinées de la politique européenne. Donc, il y a un fil rouge, et si on comprend bien ce fil rouge, on arrive mieux à lever des fonds publics. Les projets peuvent être collaboratifs ou pas. On l'a vu, il y a des natures de dépenses qui vont être plus ou moins bien financées ou par certains dispositifs. Et après, chaque dispositif a aussi ce qu'on appelle un taux d'intervention. Et ça, ce taux d'intervention, on a vu maximum, c'était à la hauteur de vos capitaux propres. Si vous avez 50 000 euros, vous n'aurez pas plus de 50 000 euros. Et le taux d'intervention d'un financement public, c'est j'ai un budget de 100 000 euros, est-ce que je vais être financé à hauteur de 50%, 30%, 40%? Voilà. Donc ça, c'est aussi important d'arriver à l'évaluer, puisque ça, évidemment, ce n'est pas pareil si vous avez 30 ou 50. Et souvent, ce taux-là, il va dépendre du degré d'innovation, de technologie, du risque de votre projet. Plus votre risque est important, plus le financement public il va être important aussi. Puisque c'est le rôle justement de l'État, c'est ce qu'on a vu au départ. Pourquoi il faut soutenir l'innovation? Parce que c'est cher, c'est risqué, c'est incertain. Et c'est plutôt l'État en fait qui va jouer ce rôle-là de dire il y a beaucoup de risques, mais il y a beaucoup de valeurs à venir. Donc on va vous aider plutôt au maximum, et le maximum c'est 50% pour les financements nationaux. Limitation aux faux propres et regarder les conditions de remboursement. Ça aussi c'est un point vraiment important. À un moment, une dette publique, il faut la rembourser. Et elle a ses conditions de remboursement. Généralement, il y a 2 ans en fait, de franchise de remboursement. Donc c'est super parce que pendant 2 ans, on n'a pas besoin de se poser la question. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le sujet. Et ça aussi, c'est un point qu'on voit très, très, très souvent. C'est que le temps passe vite. Et tout d'un coup, on prépare son business plan pour l'année 26-27. Et là, on se dit, oh, papa, l'aide BPI France, mince, je dois rembourser 5 000 euros par mois parce que ça fait 2 ans que je l'ai eu. C'est vrai qu'on l'avait mis en 2023, mais quelque part, elle est complètement sortie de la tête. Et on n'a pas le choix. Parce qu'au milieu de ce BP, pour essayer de vous faire toucher du doigt, qui fait peut-être 30 lignes, que vous avez manipulé là, depuis 2 mois, il y a plein de dépenses qu'on met et qui sont plus ou moins variables au sens on peut les faire, on peut ne pas les faire. Voilà. On ne les a pas engagées. C'est-à-dire on prévoit de faire du marketing, de la com, un salon. Si au moment venu, on n'a pas la trésor sur le compte, on dit OK, le salon Barcelone sur la techno des communications, là, on ne va pas y aller parce que il est trop cher pour nous. En revanche, le remboursement de la dette BPI France, qui est peut-être juste en dessous, et puis donc on est en cellule AA, colonne AA 23. Le titre de la cellule, il est colonne A 23, donc on ne le voit plus sur la feuille. Lui, c'était le remboursement de la dette BPI France. Là, on n'a pas le choix. Là, on ne peut pas dire OK, j'y vais pas, c'est trop cher. Non, il faut le rembourser. Voilà. Donc peut-être que BPI va être sympa si vous lui dites on va le décaler un petit peu, mais il ne va pas l'annuler. Voilà, donc faire la différence aussi dans vos BP entre vos obligations de remboursement, de cash out, et puis les hypothèses de dépenses que vous pouvez faire varier sur lesquelles vous avez la main.
Donc, soyez bien clairs dans vos tableaux de financement, dans vos plans de trésorerie, pour gérer ça de manière très précise. Donc, on a parlé du financement privé, du financement public, de ses règles, de ses fonctionnements. Un petit focus sur le financement privé, donc ce qu'on appelle la levée de fonds. Là aussi, comme pour le financement public, vous allez trouver différents types d'investisseurs, différents types de fonds, et ils ont aussi leurs règles. Donc, c'est ce qu'on appelle leur politique d'investissement ou leur théorie d'investissement. Qui sont contractuels, c'est-à-dire qu'eux aussi s'entendent entre eux sur un fonds. Les gestionnaires d'un fonds, ils ne font pas n'importe quoi. Ils se mettent d'accord sur une stratégie d'investissement. Ils disent, OK, nous, on a vocation à investir dans tel type de société, avec telle maturité, tel niveau de risque, tel secteur, etc. Ils disent, OK, ça convient à tout le monde, c'est-à-dire ça convient aux associés du fonds, aux parties prenantes, et on va aller chercher un objectif de tel niveau de rentabilité. Donc, il faut déjà essayer d'aller comprendre cette stratégie du fonds qui est communiquée sur leur site internet et dans les communications qu'ils peuvent faire sur leur secteur, parce que ce n'est pas la peine d'aller perdre du temps avec un fonds qui n'est pas du tout dédié à où vous en êtes de votre projet. Et là, je vous ramène à la courbe du hype, etc. Donc, bien positionner son projet pour bien positionner les aides en face. Et au fur et à mesure de l'évolution de votre projet, on va trouver au début de la Love Money jusqu'au capital développement, on va y venir tout à l'heure. Et ce qu'on voit, c'est la ligne rouge qui était aussi présente dans les premiers slides, où vous avez une diminution de votre risque a priori. En tout cas, il faut qu'elle existe. En résultat, ce qu'on disait tout à l'heure, de toutes vos stratégies, votre risque, il va diminuer le risque de votre projet. Ou dit autrement, la probabilité de rentabilité de votre projet est de plus en plus certaine. Et donc là, on va trouver non seulement des financements de plus en plus importants au niveau des investisseurs privés, mais également de plus en plus de fonds qui sont dédiés à ce type d'investissement. La tendance qu'on a depuis 10 ans ou 15 ans, au moins en France, c'est qu'on trouve de plus en plus de financeurs privés, d'investisseurs qui sont sur cette partie... si ça marche, là, mais sur la partie amorçage, là, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver avant l'amorçage. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment le désert, quoi. Il y avait la vallée de la mort et à côté, il y avait le désert du financement privé. Aujourd'hui, ce n'est plus un désert, aussi parce qu'il y a des garanties d'État, il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi une maturité des projets d'innovation, des dirigeants qui portent ces projets-là, et donc il y a une confiance qui s'est établi et qui permet à des investisseurs privés d'être plus engagés à des fonds sur des phases amont de projet. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, d'assez nouveau, et qu'il faut arriver à en tirer le maximum de bénéfices. Donc les acteurs du financement privé, vous avez sans doute déjà tous entendu ces noms. Donc il y a la Love Money. Donc la Love Money, c'est vos parents, vos oncles, vos amis. C'est des investisseurs qui vont surtout parier sur vous, en fait. Le point, la vraie valeur du projet pour eux, c'est vous. Voilà. Donc soit par amitié, mais pas seulement. En fait, je le dis, mais je ne pense pas. Ils vont investir sur vous parce qu'ils croient en vous. Voilà. Ils croient dans votre capacité à mener le projet, même si c'est vos parents, vos oncles, vos tantes, votre frère. S'ils ne croient pas en vous, ils n'investiront pas. Donc, c'est une vraie marque de valeur de votre projet qui est surtout auprès de votre personne ou de votre équipe si vous êtes plusieurs. Donc, il ne faut pas du tout la dévaloriser. Mais ça va être surtout votre capacité à mener le projet. Et plus on va aller vers les fonds capital développement, entre guillemets, moins vous, en tant que personne, vous serez impactant sur le fait que le fonds il investisse ou pas. Le fonds il va surtout regarder le projet, votre stratégie, ce dont on a parlé au départ, les KPI, le TRI, le SRI, la durée de remboursement, etc. Voilà, il va avoir une vision beaucoup plus complète de l'analyse de votre projet. Et il va regarder votre qualité juridique, il va regarder si vous avez de la méthodologie financière, si vous êtes organisé dans vos services. Voilà, c'est plutôt ça qui va faire la valeur de votre projet. Vous, bien évidemment aussi, on dit toujours l'équipe, c'est le plus important. C'est pas faux. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça n'ira pas.
mais leur audit, il va surtout se faire sur ces points-là. Donc la love money, c'est souvent les premiers investissements. Les business angels, donc là, les business angels, c'est des particuliers, souvent des anciens entrepreneurs qui décident de réinvestir une partie de leur patrimoine dans des entreprises pour soutenir l'innovation. Donc ils prennent des risques importants. Souvent, ils sont très proches ils apportent aussi leurs compétences. C'est ce qui les intéresse, c'est d'être proches de l'équipe dirigeante pour partager leur expérience. Ensuite, on a les family office. Donc, à chaque fois, je dis ensuite, c'est que c'est généralement des niveaux d'investissement. Alors, je sais pas non, ils sont plus écrits ici, ils étaient sur la slide d'avant, qui vont aller crescendo. Les family office, donc là, c'est des fonds en fait qui gèrent de l'argent de familles, souvent de familles d'entrepreneurs. Par exemple, on peut dire voilà, la famille Michelin, elle a son family office, la famille Norbert d'Entresangles dans le transport, elle a son family office, et elle fait son choix d'investir dans des sociétés où elle délègue à un fonds le choix d'investir ses propres fonds. Donc là, il y a souvent des fonds qui vont être sectorisés. Qui vont avoir des objectifs un peu assez précis. Ensuite, on a les fonds de capital risque. On viendra un peu tout à l'heure pour vous donner aussi la vision complète sur le flux, le mécanisme, l'écosystème de ces fonds-là. Donc, eux, ils ont vocation à investir sur des projets risqués, donc dès des projets en amorçage. C'est écrit dans leur stratégie d'investissement. Donc, c'est souvent ceux qu'il faut identifier et qu'il faut convaincre. Et après, les fonds de capital développement, eux, ils sont là pour des sociétés qui ont déjà du chiffre d'affaires, souvent avec un minimum d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu ce qu'on constate, et qui vont vous accompagner à l'international, qui vont vous permettre de construire des équipes commerciales, enfin bref, booster la rentabilité. Et les fonds corporate, ils sont en dernier, mais là, c'est plus parce qu'ils sont différents. Ça, c'est des fonds d'entreprise, par exemple. Air Liquide a son fonds corporate et va faire des choix de prendre des participations dans des projets. Et là, ça peut être des petits projets, des gros projets. Souvent, ce qui va les motiver, c'est plus la techno. Ça leur permet d'être à l'intérieur du projet. Par exemple, si vous travaillez sur l'hydrogène, c'est possible qu'Areva, via son fonds corporate, investisse dans votre projet parce que ça va l'intéresser de savoir. Et forcément, il aura de l'info en étant investisseur chez vous. Donc, ces fonds corporate, il faut être un petit peu prudent. Ils sont très intéressants. Mais il faut vous assurer, si vous faites appel à un fonds corporate, qu'il ne va pas être une barrière après à l'entrée d'autres fonds ou à l'évolution de votre projet si vous devez négocier avec un concurrent d'Areva, par exemple, et qu'Areva est dans votre capital. Comment ça se passe, en fait, le mécanisme des fonds de manière très, très, très schématique. Vous avez le fonds d'investissement qui est l'entité dans laquelle on va avoir l'argent, donc dans lequel les fonds vont être disponibles. Souvent, cet argent, il vient de fonds, donc j'imagine des termes dont vous avez entendu parler, voilà, qui sont LP, des Limited Partners. Donc ces fonds, ils peuvent venir de plein d'endroits, et puis l'argent des fonds d'investissement, il peut aussi venir de particuliers, de banques, enfin de tout l'écosystème qui constitue l'investissement. Voilà. Donc on a des fonds, on a des fonds d'investissement, et entre les deux, il y en a un qui confie ses fonds à l'autre. Donc le fonds, il confie ses fonds à un fonds d'investissement, et avec des objectifs de distribution à horizon 7 à 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il doit se passer des choses dans les 7 à 10 ans au niveau du fonds d'investissement pour qu'il soit en mesure de redistribuer une rentabilité au fonds, qui lui-même va après la redistribuer. Au niveau du fonds d'investissement, comment ça se passe? Donc lui, il doit placer l'argent, puisque pour aller chercher de la rentabilité, sa vocation, c'est de l'investir. Donc là, on a pris l'exemple de start-up, mais on a parlé tout à l'heure, capital développement, etc. Là, on est sur un venture capital, donc fonds de capital risque, donc il va plutôt investir dans des start-up ou des entreprises innovantes, peut-être en amorçage, avec sa stratégie d'investissement qu'il va respecter, puisqu'il n'a pas le choix. Sinon, le fonds, etc., va lui dire attends, mais ce n'est pas ce qu'on avait dit. Donc, il fait sa sélection, il investit, et la gestion de tout ce principe, il est fait par une société de gestion, voilà, qui est à part du fonds d'investissement. Donc, souvent, vous avez ces 4 acteurs. Il y a la cible, l'entreprise, il y a le fonds d'investissement, il y a la société qui gère le fonds d'investissement, et il y a le fonds. Et un fonds, donc comme ce fonds-là, Vici, il a une durée de 5 à 7 ans, si tout va bien. Voilà. Donc, lui, il fait des investissements pendant 5 à 7 ans
avec un objectif de retour sur investissement, et parce que dans les 7 à 10 ans, il va restituer une partie de sa plus-value, de sa rentabilité au fonds de fonds. Si ça se passe mal, par exemple Covid ou autre événement, il a évidemment la possibilité de faire durer le fonds plus longtemps. Mais quand on crée un fonds, c'est écrit comme vous, quand vous créez votre société, votre statut, ils sont valables pendant 99 ans. Le fonds, on va dire, vocation à 7 ans. Après, voilà, on peut le faire durer un peu plus, mais l'objectif, c'est qu'au bout de 7 ans, on ait fait tous les investissements. Donc, c'est intéressant aussi de savoir, quand vous allez parler à un fonds, de savoir si vous êtes dans la première année du fonds. C'est-à-dire qu'en fait, il a encore tous ses investissements. Par exemple, c'est un fonds de 100 millions d'euros. Est-ce qu'il a encore 100 millions d'euros à investir? Ou est-ce que vous êtes dans la 5e année, qui va être généralement la dernière année d'investissement, et il a peut-être plus trop à investir, ou au contraire, il lui reste beaucoup à investir, il faut rapidement qu'il trouve des projets. Bon, voilà. Et là aussi, la stratégie que vous aurez auprès de ce fonds-là va être différente. Donc, comment comprendre justement les attentes des investisseurs? Et là, on est plutôt côté investisseur privé dans ce qui va suivre. Donc, la partie privé ou plutôt capitalistique, c'est-à-dire j'investis dans l'entreprise versus, on a vu la flèche de gauche tout à l'heure où je réalise mon projet, je suis engagé à faire un projet de recherche, des dépenses, des collaborations et je les réalise. Là, on est plus sur la partie droite. Comment comprendre, deviner, imaginer les attentes de l'investisseur? Je pense qu'on a donné pas mal de réponses, mais on va essayer de les reformuler dans un cas un peu particulier, enfin pas dans un cas particulier, dans le cas général qui est celui du business plan. Mais la première réponse qu'on peut faire, c'est pour le savoir, il faut se mettre dans leur basket. Voilà. Un peu comme cet enfant qui est face au distributeur. L'investisseur, c'est un peu ça, quoi. Il a que des beaux produits quand on vient le voir. On lui dit pas, voilà, on lui présente des bons produits. Il aime bien puisqu'il s'est déplacé, il a pris du temps pour vous écouter. Mais à un moment, il doit choisir. Donc, il faut essayer se mettre à sa place et de se dire qu'est-ce qu'il va faire qui va me choisir moi. Donc, on a répondu, enfin, on a essayé de donner, j'ai essayé de vous donner ce matin un certain nombre de pistes qui doivent vous aider à porter une bonne réponse. Si on remet tout ça dans l'exercice du business plan et qui nécessite d'organiser nos réponses, voilà. Ce qui me semble intéressant, c'est et ce que je voulais vous passer comme message ce matin, c'est-à-dire sur chaque brique, donc on appelle les briques élémentaires du business plan, de vous poser des questions sur les grands principes dont on a parlé, le risque, la confiance, etc., la construction d'une stratégie, et d'essayer à chaque fois que vous écrivez quelque chose sur votre projet d'être dans cet état d'esprit. Voilà. Donc, si on parle la première brique, qui est le problème ou l'aspiration, en général, quand on veut innover, c'est qu'on veut répondre à une question sur laquelle il n'y a pas encore de réponse. Et cette question, ça doit être un problème pour tout le monde. Il faut arriver à convaincre que c'est un vrai problème. Et ce problème, c'est peut-être pas celui que vous avez en première intention. C'est peut-être, il faut vraiment creuser le sujet du pourquoi, pour vous trouver le vrai problème auquel vous allez répondre. Et en plus, ça va vous aider à apporter la bonne réponse. Donc, ce qu'on appelle les aspirations top of mind, voilà, c'est quoi vraiment le vrai sujet quand je m'attaque à cette problématique. Il est où le vrai besoin du client? Qui va être l'utilisateur? Qui va être le payeur? C'est quoi la valeur pour celui qui paye? C'est quoi la valeur pour celui qui utilise? Voilà, c'est toutes ces questions-là, parce que c'est celle que va se poser l'investisseur et qui va faire qu'il aura une bonne valeur, en fait, une bonne valeur perçue de votre projet. Sur votre produit ou service, qui va être une déclinaison, une fois que si vous avez bien identifié le problème, vous allez pouvoir, de manière la plus très pertinente, définir votre offre, votre proposition de valeur. Et vous allez pouvoir avoir des cas d'usage qui sont hyper pertinents, voilà, qui ne vont pas être superficiels, qui vont vraiment être au cœur du sujet. Donc, il faut se poser la question du côté indispensable. Une fois que vous aurez fait votre proposition de valeur, elle doit devenir indispensable. Et aujourd'hui, on a l'exemple du smartphone qui est en haut de la pyramide. Malheureusement,
il devient indispensable et on a même les effets de son côté trop indispensable aujourd'hui. Donc, c'est ces notions de disruption de marché et aussi de moment. Voilà, il y a toujours un bon moment pour faire les choses. Voilà, on entend très souvent, alors est-ce que c'est la bonne excuse « Ah, j'étais là trop tôt ». Bon, peut-être, ou peut-être que tu t'es pas posé la bonne question, mais dans tous les cas, la question du moment, c'est est-ce que ma proposition, elle est faite au bon moment? C'est une question à se poser. Le marché, donc là aussi, pour répondre, se mettre dans la tête de l'investisseur, il faut avoir les bonnes réponses en ce qui concerne les drivers du marché. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir de la traction sur votre marché par rapport à vos concurrents, par rapport à ce qui existe. Et là, c'est ce qu'on entend très souvent quand on est sur les projets d'innovation, et notamment des projets d'innovation qui sont plutôt en rupture, c'est « j'ai pas de concurrent ». Bon, compliqué de se comparer si on n'a pas de concurrent. Voilà. Il faut vraiment se poser la question de qui est mon concurrent. Je veux aller, si le sujet c'est d'aller de Paris à Lyon, voilà, on peut y aller en train, on peut y aller en vélo, on peut y aller à pied, on peut y aller en blablacar. Voilà, tout ça, c'est des concurrents sur mon objectif d'aller de Paris à Lyon. Donc, il faut être très ouvert sur l'analyse des concurrents, en écarter aucun, parce ils se posent, s'ils sont bons, les mêmes questions que vous, ils auront une stratégie aussi de pénétration du marché et de valeur perçue. Et il faut imaginer ce qu'ils vont faire. Et ce qui est aussi très intéressant et un exercice qui n'est pas facile, c'est les concurrents dans 3 ans. Voilà, on a parlé beaucoup du temps qui passe. Vous serez sur le marché dans 3 ans. Où seront vos concurrents dans 3 ans? Et notamment, quand vous vous dites, OK, mais bon, lui, il est là, mais voilà, il est tellement loin derrière, mais il a le droit d'innover aussi. Et peut-être qu'il a 3 fois ou 10 fois vos moyens. Donc, qu'est-ce qui fera qu'il ne va pas faire le choix d'innover ou qu'il va faire le choix d'innover? Et qu'est-ce qui se passe s'il innove? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une réponse. Le jour où l'investisseur vous pose la question, il faut avoir une stratégie sur ces hypothèses. Le modèle économique, on en a parlé en tout premier. Pour moi, c'est au centre des débats. C'est la colonne vertébrale de votre projet. Donc, c'est de là que vous allez effectivement commencer à raisonner, se poser la question de la performance du modèle, donc déjà de l'existence d'un modèle économique. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir un modèle économique? Donc, dans le modèle économique, il y a modèle, puis il y a économique, donc a priori, il y a rentabilité. S'il n'est pas rentable ou que sa rentabilité, elle est à 10 ans ou qu'elle est... si je réalise X hypothèses, toutes plus compliquées les unes que les autres, on peut se poser la question de la capacité à convaincre. Évidemment, dans ce modèle économique, on se pose la question du passage à l'échelle, donc du fameux scale-up. Ça, c'est un sujet qui est dans la tête des investisseurs parce que eux, on a vu qu'ils acceptent aujourd'hui d'être en amorçage. Ce n'est pas pour rester en amorçage. Ces investisseurs qui sont là, ils vont faire une rentabilité forte parce qu'ils ont pris du risque, parce que vous allez être en capacité de démontrer votre scale-up qui va faire que vous allez attirer de nouveaux investisseurs qui seront peut-être les mêmes ou peut-être des investisseurs différents. Donc, cet objectif de scale-up, il est évidemment crucial. Surtout, voilà, enfin, ça va dépendre des secteurs. Il va être plus ou moins crucial selon les secteurs, mais il est forcément un sujet important. La feuille de route, donc ça, on en a parlé. Il faut que cette feuille de route, elle soit claire, elle soit compréhensible. Donc, on a vu que c'était compliqué, le brouillard. Et justement, tout l'enjeu, c'est de faire quelque chose de clair sur lequel quelqu'un d'extérieur qui va passer... hier, il y avait des pitchs de 3 minutes, voilà, qui va passer 3 minutes ou 5 minutes. C'est à peu près la durée de relecture d'un investisseur quand vous envoyez un deck à un fonds. Voilà, il va passer 3-5 minutes à lire votre deck et il se fait un avis. Voilà, donc, il faut que votre feuille de route elle soit très pertinente, très claire, et donc qu'elle ait au moins abordé les sujets dont on a parlé et qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste d'incompréhension sur la trésorerie, sur
l'effet de levier, le seuil de rentabilité, la trésorerie positive, etc. Voilà. Et je vous assure que c'est très souvent le cas. Voilà. Et ça s'arrête en général à ce niveau-là. Même si le projet est très bon, la réponse ce sera oui, on aime bien votre projet, travaillez un petit peu et puis on se reparle. Voilà. Sauf que on se reparle, c'est peut-être 1 an plus tard. Vous n'avez pas forcément 1 an à attendre. Projection financière, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. Sur le débat des projections à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, c'est sûr que c'est très difficile d'être pertinent à 5 ans. Généralement, on essaye d'être assez détaillé sur les projections à 3 ans. Donc là, on raisonne vraiment sur les étapes, sur les jalons, etc. De 3 ans à 5 ans, c'est déjà beaucoup plus flou. Et puis, s'il faut aller jusqu'à 10 ans, là, on fait de l'Excel, on tire avec des rentabilités, avec des taux de progression, parce qu'on ne peut pas faire différemment. Mais ce qui est important, c'est que ce soit cohérent avec votre stratégie. Posez-vous bien la question du go-to-market dès que vous arrivez proche de votre stratégie commerciale et de prévoir du budget pour le go-to-market. Voilà. Il faut être ambitieux dans les business plans parce qu'on attend de vous de la rentabilité, de la différenciation. Et cette ambition, forcément, elle nécessite des moyens et des moyens financiers. Donc, si vous annoncez 1 million, 2 millions, 5 millions à 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, en face, il y a forcément des moyens pour le go-to-market, pour le commerce, pour la communication, pour le marketing. Voilà. Et oui, effectivement, la stratégie de financement public-privé, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis là, aujourd'hui, les fonds attendent de vous que vous ayez fait ce travail d'optimisation de la stratégie financière, parce que pour eux, leur dire je vous demande 100 000 euros, mais j'ai trouvé 100 000 euros non dilutifs, entre guillemets, je veux dire gratuits, c'est extraordinaire. Ils mettent 100 000 euros et déjà, il y a 200 000 euros dans la boîte et vous leur la promesse que vous leur faites, c'est que leurs 100 000 euros, vous allez les transformer en 500 000. Donc, comme il y a 200 000, vous allez peut-être même faire 1 million. Voilà. Donc, c'est ne pas le faire. Bah, déjà, vous n'êtes pas concurrentiel par rapport à un projet qui aura fait ce travail correctement. En synthèse, go no go pour d'une levée de fonds, les questions à vous poser avant d'aller voir un fonds, voilà, c'est vous dire est-ce que j'ai une preuve de marché, voilà, est-ce que j'ai une preuve de marché, donc évidemment si vous avez fait une vente c'est super, si vous avez des lettres d'intention c'est déjà bien, soyez très clair en revanche sur vos preuves de marché, ne dites pas que vous avez fait une vente si vous avez juste un bon de commande signé mais pas de vente réalisée. Si vous avez juste une lettre d'intention, voilà, il faut être très transparent sur où on en est dans ses preuves de marché. Quelles sont mes barrières à l'entrée? Donc là, on revient à l'analyse de la concurrence, à votre technologie. Qu'est-ce que vous avez mis? Donc les barrières à l'entrée, en fait, c'est ce que vous mettez derrière vous quand vous avancez pour empêcher la concurrence de rentrer sur votre marché. Donc, typiquement, un brevet, voilà, vous déposez un brevet, voilà, vous avancez et derrière vous, vous avez laissé une barrière qui empêchera quelqu'un d'arriver. Vous avez dépensé 3 millions d'euros en 3 ans. Le concurrent qui voudra se lancer, il faudra aussi qu'il dépense 3 millions d'euros pour venir vous concurrencer. Tout ça, c'est des barrières à l'entrée. Votre modèle économique, la création et le partage de la valeur. Donc ça aussi, posez-vous la question de comment vous allez créer de la valeur, mais surtout comment vous allez la partager avec votre futur actionnaire. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lui donner comme valeur et la pertinence de votre équipe. Donc, dans l'équipe, il y a qui vous êtes et effectivement votre qualité à diriger, à manager, mais il y a aussi la pertinence en termes de compétences. Si vous êtes sur un projet très technologique, par exemple, de plus en plus, aujourd'hui, les fonds souhaitent que la personne qui est impactante, c'est-à-dire qui va tenir le côté scientifique, soit partie prenante du projet, donc a priori soit associée au projet, parce que c'est une garantie qu'elle va pas quitter le projet. De la même façon, bah voilà, qui va s'occuper de la brique financière? Très souvent, c'est un peu le désert aussi au début de projet sur ces sujets-là. Donc, posez-vous la question de est-ce que mon équipe, elle répond bien à toutes les attentes d'un projet d'innovation? Les facteurs clés de succès. Donc, si vous n'avez pas les réponses à ces questions-là,
faut mieux retarder votre relation avec un investisseur et les travailler. Après, les facteurs clés de succès, une fois que vous avez levé des fonds ou que vous vous lancez dans le processus, c'est la disponibilité du dirigeant. Voilà. Sachez que dès que vous allez passer la phase de pré-amorçage ou d'amorçage premier niveau, aller lever des fonds, ça prend une bande passante très importante au niveau du dirigeant. Donc, s'il y a une équipe de dirigeants, et d'ailleurs, de plus en plus, les fonds, on préfère aller sur des projets où il y a plusieurs associés plutôt qu'un seul. Voilà, donc, si vous êtes solo founder, comme on dit, essayez de trouver un associé. C'est déjà vous démontrer la capacité à déléguer, à travailler en équipe, donc demain à travailler avec un fonds. Et surtout, ça veut dire que pour les prochaines levées de fonds qui vont prendre énormément de temps du dirigeant, il y aura toujours un dirigeant qui sera là pour l'opérationnel. Donc ça, c'est un point crucial. La trésorerie disponible par rapport à votre cash burn. Si vous allez voir un fonds et qu'il vous reste 1 mois de trésorerie, c'est sûr qu'il ne va pas vous prêter, quoi. S'il vous reste 6 mois, il va difficilement vous prêter parce qu'une levée de fonds, c'est 9 mois quand tout va bien, 12 en standard et 15 ou 18 quand ça prend un peu du temps. Donc, pour faire une levée de fonds, dès qu'on est dans les phases un petit peu avancées, il faut avoir 12 ou 18 mois de trésorerie devant soi pour être, en position de négocier avec le fonds et qui ne préfère pas vous racheter à la barre du tribunal plutôt que d'investir dans votre société. Évidemment, la formalisation des jalons du projet, voilà, ça on en a parlé, et l'adéquation entre la maturité de votre projet et la typologie des investisseurs. Voilà, dans la recherche, pour être efficace, il ne faut pas trop se tromper sur ce matching, surtout que les fonds se parlent entre eux. Donc, voilà, soyez le plus pertinent possible. On est arrivé au terme de la partie présentation sur le financement de l'entreprise innovante. Donc, c'était, je pense, peut-être un peu dense, mais j'ai essayé dans tous les cas de vous présenter ce qui a, à mon sens, et avec ce qu'on vit sur le terrain, sont des critères et des principes à respecter, à mettre en place, à intégrer. Je suis bien conscient que voilà, il faut se confronter aux problèmes aussi pour arriver à les résoudre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des pistes de réflexion et de travail. En 2 mots, et après je vous laisse la parole pour les questions. Voilà, la vision terrain qu'on a chez Oval Innovation, on l'acquiert en fait effectivement en accompagnant des entreprises innovantes. Donc on accompagne un certain nombre d'entreprises ici au connecteur et sur le Pays Basque, avec une stratégie qui repose sur 3 piliers. Donc, un, c'est d'assurer un financement durable. Donc, c'est vraiment cette vision de dire il faut se projeter à 2 ans, 3 ans, anticiper, mettre en place tous les dispositifs, les optimiser. Donc, vous les voyez, la fiscalité, les levées de fonds dont on a parlé, arriver à manipuler ça. Et ce n'est pas les mêmes profils d'intervenants. Quand on est dans de la fiscalité, de la R&D, on est vraiment dans la science. Là, il faut des consultants ingénieurs. Quand on est dans la levée de fonds, il faut plutôt des entrepreneurs, des financiers. Et là, on mêle vraiment les compétences pour accompagner le dirigeant et lui apporter la réponse dont il a besoin et surtout la recommandation dont il a besoin. Évidemment, le pilier central, c'est de mettre à jour cette stratégie, puisqu'on a bien vu que le terrain n'était pas la carte, ou la carte n'était pas le terrain. Donc, on est là pour vous aider à mettre à jour la stratégie. On fait de la veille et surtout, on imagine avec vous ce qui peut se passer et on le retranscrit dans votre business plan. Et enfin, on vous aide à préparer l'avenir, à construire l'entreprise de demain, passer du projet à l'entreprise, de la start-up à la PME. Tout ça, c'est des étapes importantes où il faut structurer, notamment sur la brique financière. C'est un sujet essentiel pour aller chercher des fonds. Si on n'a pas structuré sa finance, en fait, on a beau être hyper entrepreneur, hyper technologue, à un moment, le fonds, il va vouloir être rassuré sur le fait qu'il y a de la méthodologie comptable, financière, de l'orthodoxie. Et ça se construit en avance de phase. Donc, on est aussi présent sur ces sujets-là. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Si vous scannez ce petit QR code, vous aurez accès à un guide des aides publiques qu'on a coécrit en fait avec un client avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui est passé à peu près par toutes les étapes.
c'est plutôt une belle start-up qui a été aujourd'hui rachetée, mais du coup avec qui on a coécrit en fait ce guide et qui est plutôt un guide assez opérationnel. Voilà, j'en profite encore pendant que vous. Ah pardon, je vous ai enlevé le. Non, mais il reviendra. Pour remercier l'équipe pionnier de cette intervention, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Ouais, moi j'ai une question. En fait, quand on sait tout ça, soit ça freine, soit ça accélère le projet. En tout cas, enfin la détermination d'y aller ou pas. C'est vrai qu'il y a plein d'infos. On se dit oulala, c'est pas si simple que ça. On pense que l'idée est assez puissante en général pour faire le job. Et du coup, le positionnement enfin, je parle d'Ovalie, peut avoir. Enfin, comment vous gérez en termes, si je viens vous voir, je pense que vous allez apporter beaucoup d'éléments, mais automatiquement, moi, en tant qu'entrepreneur, je vais avoir un rôle, enfin, je vais avoir une attente de dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, un appui. Comment vous positionnez-vous, en fait, en tant que jugé parti? Vous dites, attends, l'idée, je pense que par rapport à mon expérience, elle est bonne, elle est pas bonne. Enfin, je pense qu'il y a une attente de l'entrepreneur par rapport à une aide, enfin, l'accompagnement au financement. Et du coup, comment vous positionnez par rapport à ça, en sachant qu'il y a un risque automatiquement de vous positionner là-dessus? Merci, c'est une bonne question, pas simple. On prend plutôt le parti, et après forcément en avançant dans le projet, ça sera un sujet, mais au départ, de ne pas évaluer l'idée en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est la conviction de l'entrepreneur. C'était les slides qu'on a vus au départ. Voilà, je ne veux pas être à la place de Ford qui dit il n'y aura pas d'avion dans l'armée, quoi. Parce qu'on estime qu'on n'est pas en mesure, voilà, on va échanger. Nous, l'idée, on la prend en fait. Ok, c'est ton idée, super. On va plutôt être dans l'effectuation et dans la stratégie. Et là, par contre, on va être challengeant et on va faire bouger les lignes. On va attendre du dirigeant porteur de l'idée qui nous disent tout. À un moment, voilà, au-delà de la partie confidentialité, accord de confidentialité, mais on va plutôt se positionner un peu comme des avocats au sens plutôt pénal du terme. C'est-à-dire, ouais, allez, maintenant, dis-nous tout, quoi. Où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon, c'est quoi tes vrais besoins, c'est quoi qui t'empêche de dormir le soir, pour comprendre qui est le porteur de projet. Et à partir de là, on va pouvoir critiquer, challenger sa stratégie et lui apporter ensuite notre expérience à la fois sur rendre plus performant un processus d'innovation, par où il faut passer, parce qu'on l'a vu, il y a quand même des méthodologies, il y a des passages obligés. Après, avec le talent de chacun, de chaque dirigeant, de les adapter, de les intégrer, mais il y a quand même des grandes lignes, des passages obligés. Ça, c'est sur le processus. Donc, comment cette idée, on va la transformer en projet, et comment ce projet, on va le transformer en start-up, et comment cette start-up, on va la transformer en PME. Voilà, nous, c'est ça notre promesse sur la partie processus. Et à côté de ça, en parallèle, on met de la compétence financière. Ça, c'est notre choix, mais parce que moi, je suis persuadé, et c'était ce que je vous disais ce matin, l'euro du départ, il a la même valeur que l'euro de la fin. Et il y a autre chose qui a la même valeur, c'est la seconde, c'est-à-dire la première seconde du projet. Elle a la même valeur que le jour où vous êtes au greffe du tribunal et que vous rendez vos statuts. Donc il ne faut pas perdre son temps, il faut utiliser chaque seconde et chaque euro de la manière la plus efficace possible, en sachant que c'est incertain, qu'on va se tromper, qu'on va devoir faire des marches arrière, des allers-retours, on ne sait pas quand, on ne sait pas lesquels, mais voilà, il faut être dans ce mindset, il faut prévoir les choses, il faut les écrire, c'est en écrivant qu'on prend de la hauteur, qu'on critique. Voilà, donc c'est plutôt ça notre valeur ajoutée, et elle n'est pas sur l'idée, et elle n'est pas non plus, parce que c'est le cas de certains conseillers en innovation, parce que c'est leur rôle, de conseiller sur la techno, par exemple, de dire ouais, tu devrais plutôt utiliser tel type de techno XY. Voilà. Ça, nous, on n'a pas ce travail-là, qui peut être intéressant, hein, mais qui ne sera pas fait chez nous. Voilà. J'ai une autre question, après je te la passe, William. J'ai une autre question justement sur, tu l'as évoqué à un moment donné sur la partie Love Money. La place de la personne qui a eu l'idée, du créateur, du fondeur de la société, ou
quand tu investis de l'argent, est-ce que les gens qui investissent peuvent se dire, OK, le projet, il peut vivre sans lui. Donc, je reprends l'idée, la mécanique. En fait, c'est comment dans l'investissement, est-ce qu'on se pose la question et comment on peut séparer l'idée du porteur de l'idée. Et donc, du coup, là, je pense plus pour eux, de leur faire comprendre le rôle important de l'association de l'idée et du porteur de l'idée, quoi. Enfin, de l'idée plus, quoi. Alors, je pense qu'il y a deux moments. Il y a effectivement au lancement du projet, je serais effectivement pour dire qu'il y a une association indispensable entre le porteur de l'idée et le projet. Puisque voilà, un des moyens d'avancer, c'est cette conviction, c'est cette vision. Donc la personne qui a l'idée, elle a aussi a priori la vision. Donc cette vision, elle ne peut pas se détacher. En fait, elle est forcément attachée au porteur. Donc dans toute cette partie, on va dire, de création, de créativité, d'innovation un peu au sens pur, il y a forcément le porteur du projet et le projet, ils sont indissociables. Et là, le fond, il va s'assurer que le fond ou l'équipe, peu importe, que le porteur, il reste bien présent dans le projet parce qu'il a une valeur énorme. Et puis, plus on avance dans le projet, plus on va sortir de ce côté créativité, innovation. Et là, sans doute, on va se poser la question, peut-être même à l'inverse, de dire est-ce que ça doit toujours être le porteur de l'idée qui lead le projet? Parce que c'est peut-être pas sa compétence, c'est peut-être pas un gestionnaire, c'est peut-être pas lui qui va amener le projet sur des marchés différents à l'international, qui va vouloir gérer des équipes dans le monde entier, du chiffre d'affaires, de la finance, parce que c'est pas son truc. Voilà. Donc, à un moment aussi, ils vont évaluer deux choses. Ils vont se dire, OK, cette personne en a absolument besoin, parce que c'est lui qui a la vision, et nous, on n'y voit pas très clair. Lui, il voit pas tout, mais il a au moins un objectif, et cette ligne directrice, il va la conserver. C'est-à-dire, s'il se rend compte qu'on est en train de sortir, il va nous dire, non, non, c'est là. Donc ça, c'est important. Et à un moment où ils vont aussi évaluer la capacité du dirigeant à comprendre, enfin du porteur, à comprendre qu'à un moment, c'est peut-être plus lui qui doit être le DG, le président, etc. de la boîte. Donc ils vont avoir ces deux sujets. Bonjour. Déjà, si je comprends bien, l'entreprise Ovalie, c'est de la stratégie et du conseil sur comment financer des projets innovants. C'est ça? Oui, ok. tout à fait. Je voudrais savoir, est-ce que votre présence, par exemple, sur un projet est un gage pour des fonds d'investissement de qualité ou un label pour que ces fonds-là investissent plus sereinement dans un projet? Alors, on espère. On espère que c'est le cas. Là où je peux avoir une réponse un peu plus affirmative, c'est au moins sur la partie du financement public. C'est vérifié que quand on accompagne une entreprise et qu'on présente un projet à un financeur public, par exemple BPI ou l'ADEME, le fait d'avoir été accompagné par Ovalie Innovation, c'est un gage de qualité du projet. C'est-à-dire que le projet, a priori, ils ne vont pas perdre de temps en regardant ce qui se passe dans cette entreprise, dans cette future entreprise, parce qu'on aura passé au crible les critères sur lesquels je suis passé rapidement, parce que sinon ce serait trop long, mais les exigences de l'organisme de financement. Voilà. Donc oui, c'est un gage de qualité du projet qui est déposé, et nous, on fait aussi une évaluation, c'était la question de Benjamin, quand même sur... Voilà, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le porteur il est prêt? Voilà, on va le challenger. On va pas remettre en cause son idée, mais on va lui apporter cette valeur de stratégie. Donc le projet il arrive quand même dans de bonnes dispositions. Sur les levées de fonds privés, on va dire c'est moins immédiat. Elle intervient, mais au long du processus, quand on est en train de négocier avec le fonds, c'est vrai que parfois on parle à la place du dirigeant parce que ça lui fait gagner du temps. Et là, c'est vrai que si voilà, on a peut-être le vocabulaire, on est peut-être un peu plus malin, etc. Donc, ça peut aider. Voilà, mais je dirais que c'est plus difficile à évaluer. J'avais une question aussi par rapport à la courbe du hype. On sait que c'est une courbe qui se répète en général dans le processus de création des entreprises innovantes. Pourquoi est-ce que les entreprises n'essaient pas justement
d'anticiper les moments où ça va descendre? Et si c'est déjà fait, comment est-ce que c'est fait? Alors, cette courbe du hype, qui est un modèle, hein, c'est pas exactement l'évolution de l'entreprise, c'est plutôt l'évolution des technologies. C'est-à-dire qu'elle vise plutôt à positionner des technologies sur une courbe du hype, donc de l'attractivité de ces technos. Après, l'entreprise, elle utilise la techno, donc c'est intéressant pour elle de se dire, ouais, la techno que j'utilise, où est-ce qu'elle est sur la courbe du hype, sachant qu'elle en utilise peut-être plusieurs. Donc, c'est pas vraiment pas uniquement la position de l'entreprise, même si on a pris l'exemple de Facebook, parce qu'il est rattaché presque à une techno directe, mais c'est plutôt une technologie, en fait. Après, la deuxième partie de ta question, c'était... Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas d'anticiper sur les moments où ça descend pour justement éviter que ça descende? D'accord. Ben, alors, dans les faits, elles anticipent. Alors déjà, on a vu que quand ça descendait, c'est pas forcément grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas le savoir. Par contre, le savoir et se dire, OK, mais après la descente, il y a la maturité et il y a les 100 milliards, les 1000 milliards, pardon, pour Facebook. Donc, c'est pas forcément... c'est pas une catastrophe, c'est normal, en fait, ça fait partie du modèle. Et je me suis pas arrêté pour aller vite tout à l'heure sur la courbe du hype, mais tout en bas ici, il y avait un exemple, c'est écrit R&D. C'est-à-dire, effectivement, les sociétés, elles vont utiliser une techno, elles vont se rendre compte, ça y est, elles vont arriver vers la maturité. Généralement, il y a un cycle d'innovation, un cycle de R&D. Elles vont relancer au niveau de leur R&D, voilà, des sujets qui vont se retrouver au début de la courbe du hype pour se dire, OK, il faut que je me mette à jour. Et là, c'est le lien entre cette courbe, la rapidité des cycles d'innovation qu'on a vu avec Schumpeter, où on se dit, bah ouais, il faut que je me remette à niveau quelque part pour de nouveau être peut-être sur un projet pendant 5 ou 10 ans qui va m'amener à la maturité. Et je prépare aussi la montée de nouvelles technos ou d'intégration dans ma V3, V4, V5 du produit. Voilà, aujourd'hui, vous regardez, c'est vraiment intéressant, vous prenez la voiture autonome, vous regardez comment elle évolue dans la courbe du hype, où on en est. Voilà, on sait bien que c'est un sujet, nous en tant que consommateurs, on en entend parler. Les voitures commencent à intégrer tout un peu d'autonomie à différents niveaux. Voilà. Donc elles sont bien, voilà, comme tu le dis, en train de se préparer au regard de ça. Il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question sur une des barrières à l'entrée que tu as citées, qui étaient les brevets. Les startups ou les projets que vous accompagnez, quand ils arrivent, ils sont déjà protégés par des brevets pour certains, ou vous encouragez les porteurs à aller chercher de la protection? Alors là, c'est très, on va voir tous les cas de figure, et notamment en fonction des industries. Donc évidemment, tout ce qui va être dans le digital, l'informatique, c'est très difficile d'avoir une stratégie brevet. Donc généralement, il n'y en a pas. Pour deux raisons. Un, c'est très difficile de protéger un programme informatique. C'est plus de la protection par du dépôt de droits d'auteur. Mais aussi, ça va tellement vite que le temps de déposer un brevet qui sorte, on est déjà dépassé. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est donner de l'info pour au final, la barrière, elle n'est pas très solide. En revanche, évidemment, dans la santé, on a beaucoup plus souvent de projets avec des brevets ou des brevets en cours de dépôt. Ce qu'on fait, nous, de manière systématique, c'est qu'on sensibilise sur la nécessité d'avoir une stratégie brevet, ou une stratégie plutôt de propriété intellectuelle, et qu'on met en face de ce qu'on appelle le Freedom to Operate, ou souvent vous verrez ça s'appelle FTO, qui vise à avoir les deux aspects, c'est de dire, un, quelle est ma stratégie de protection vis-à-vis de la propriété intellectuelle, notamment par la voie du brevet, et deux, est-ce que je n'ai pas moi-même des barrières à l'entrée déjà posées avec des brevets existants qui m'empêcheraient d'aller de réaliser ma vision sur mon chemin. Et ça, c'est le Freedom to Operate. Donc on a au moins à minima ce travail qu'on demande de faire. J'ai une question aussi sur les projets. Est-ce que vous intervenez sur des projets qui sont à vocation, disons, sociale, donc qui ont une rentabilité quasi nulle? Alors, je dirais oui sur la première partie de la question, c'est-à-dire le côté social. Et il y a tout un écosystème du financement des projets à vocation sociale, sociétale. Donc, évidemment, on en a, et il y en a de plus en plus.
En revanche, je dirais non, mais non, un non de principe en fait sur la deuxième partie, c'est-à-dire il y a forcément une rentabilité. Sinon, c'est pas une société, c'est une association, c'est une fondation. Voilà. Mais si vous faites une société à vocation sociale ou sociétale, elle doit avoir de la rentabilité parce que si vous voulez réaliser votre mission, dans le temps, il faut qu'il y ait de la rentabilité. S'il n'y en a pas, ça dure. Si vous avez, ça dure le temps que vous aurez vous de l'argent et de l'énergie à mettre dans le projet. Donc il faut forcément une rentabilité. Et là, on renvoie au business model. Il faut se poser la question, y compris dans les projets sociétaux. Et ça fait partie des évolutions vraiment intéressantes qu'on a aussi constatées depuis 10 ans. Il y a 10 ans, les projets à vocation sociale, sociétale, qui ont commencé à apparaître il y a 10-15 ans parce qu'il y a eu des fonds pour ça, souvent des fonds régionaux. Ils n'intégraient pas le business model. Donc c'était, voilà, on veut avoir tel impact sur la société, etc. Et tous ces projets, la plupart, il n'y en a aucun qui est sorti. Ils sont restés en mode, c'est devenu des associations et puis ils sont morts. Aujourd'hui, les nouveaux projets qu'on voit arriver, ils intègrent tous une vraie stratégie sur leur business model parce qu'ils ont bien compris que s'ils voulaient durer, il fallait qu'ils aient de la rentabilité. Il fallait qu'il y ait un moment, et ça fait, on est aussi passé rapidement, mais sur la brique, il y a des utilisateurs, il y a des payeurs, il y a peut-être des bienfaiteurs, il y a peut-être des bénéficiaires. Voilà, il faut, sur les projets sociétés, se poser cette question de toutes les parties prenantes, mais il faut arriver à construire un business model autour de ça. Voilà, donc il faut une rentabilité. Voilà. Et à partir de là, pour nous, ce n'est pas un problème. Et si vous arrivez sans rentabilité, notre premier travail qu'on fera avec vous, c'est dire, OK, mais maintenant, il faut qu'on construise un business model rentable. Sinon, on ne va pas aller très loin. Enfin, vous n'irez pas très loin. En fait, je posais la question parce qu'on travaille actuellement sur un projet de RSE pour le Crédit Agricole. Et l'un de nos axes de différenciation est justement qu'on ne prend pas de commission sur les activités qui sont menées sur la plateforme qu'on aura créée. Le bénéfice plutôt pour le Crédit Agricole serait sur le fait qu'il y ait du monde sur la plateforme. Et du coup, lorsqu'ils feront des transactions sur la plateforme, le service paiement du Crédit Agricole pourra se faire des sous là-dessus. Voilà. Et je me disais que je voulais savoir en fait si c'est pertinent de maintenir ce système où on ne prend pas de commission directe sur le truc, ou il faudrait réfléchir à un système où on pourrait prendre de l'argent. Et si oui, quel système est-ce que vous préconisez? Je serais pas loin. Bon, c'est une question pas forcément simple, mais dans le début de votre réponse, on voit bien qu'il y a quand même une rentabilité à un moment pour une entité qui est le Crédit Agricole. Donc, essayez de répondre à la question. Cette rentabilité, elle sera vérifiée si ce que vous proposez, ça permet d'attirer ou de conserver ou de fidéliser ou d'augmenter les prix des utilisateurs de l'appli Crédit Agricole. Voilà, donc ça peut passer par des tests, des sondages. C'est-à-dire vous faites un sondage de dire voilà, si votre banque elle proposait de reverser 0,05% de vos transactions à, je sais pas, une asso XY, est-ce que ça vous ferait choisir plutôt cette banque que Crédit Agricole qu'une autre? Voilà. Et à partir de là, vous pouvez faire une hypothèse de dire voilà, on pense qu'en mettant ça en place, on va augmenter de X%, soit la rétention, soit les nouveaux adhérents, enfin les nouveaux clients pour le Crédit Agricole. Donc on va, voilà, et là vous pouvez commencer à estimer une rentabilité pour le Crédit Agricole. Après, le Crédit Agricole, dans le cas que vous citez, hein, peut-être ce qui l'intéresse, c'est son image de marque. De dire, OK, nous, ça nous intéresse de faire ce projet-là parce que ça améliore notre image de marque. Mais là aussi, cette image de marque, c'est de la valeur. En fait, vous créez bien de la valeur qui est la valeur corporate et qui va être forcément avoir un impact sur la valeur perçue par ses clients et par le marché du Crédit Agricole. Et d'une manière ou d'une autre, cette valeur perçue, elle va vous permettre soit d'attirer des nouveaux clients, soit de facturer différemment, de facturer plus et de créer une rentabilité. Voilà. Donc, il faut arriver à l'évaluer dans le modèle que vous donnez. C'est sans doute difficile, vous n'aurez pas les chiffres, mais au moins la méthode de dire, voilà, ça aura un impact sur ça, ça sur ça, ça sur ça. Et après, il faudra peut-être un peu de temps, des sondages, etc. pour faire. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Bon, en tout cas, je pense que tout ce qu'a partagé Frédéric ce matin doit avoir fait écho avec tout ce sur quoi vous avez travaillé depuis cette semaine et sur lequel vous allez encore bosser cet après-midi et la semaine prochaine. Et je pense que vous pourrez faire vôtre les conseils en termes de désirabilité vis-à-vis des investisseurs qui, pour vous, dans le cas, sont les entreprises partenaires et le jury. Voilà. D'ailleurs, il y avait une slide annexe, qui était la slide 60, je ne sais plus combien, qui répondait à cette question, parce que c'est souvent une question qu'on se pose. Pour finir sur ce contexte-là qui est quand même important, c'est le willingness to pay, parce que c'est ça la question de je mets une innovation, comment j'évalue mon willingness to pay. Voilà. Et une des réponses qui est apportée par Clayton Christensen, donc un professeur de Harvard, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai bien fait le job, quoi. Voilà. Est-ce que dans ce que je propose, je réponds à la bonne question, au bon problème, et qui part du principe que les gens, ils ne se contentent pas d'acheter des produits ou des services, ils choisissent un produit, un service pour progresser finalement dans leur vie, dans des circonstances spécifiques. Et c'est ça la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que ce que je propose, ça permet à l'utilisateur, au bénéficiaire de progresser dans sa vie, dans ses aspirations, c'est le top of mind. Voilà. Et à partir de là, on peut estimer qu'il y aura un willingness to pay. Après, il faut arriver à évaluer la valeur perçue. Donc c'était la question, qu'est-ce que ça va créer comme valeur perçue pour le bénéficiaire? Et après, dérouler un peu de finance pour dire, OK, cette valeur perçue, elle doit permettre de financer le coût de production. Voilà, donc si c'est une banque, c'est building, c'est conseiller, etc. Elle doit permettre de créer un bénéfice pour l'entreprise, parce que cette entreprise, elle a des actionnaires qui ont des attentes de rentabilité, on en a parlé ce matin, voilà, les fonds, etc., ou les actionnaires historiques de l'entreprise. Et elle doit aussi financer ou représenter le bénéfice client. Voilà. Et ça, quelque part, c'est ce fameux goodwill, cette survaleur, mais qui fait que c'est ça qui vous fait avancer et que vous restez devant par rapport à la concurrence. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, voilà, tu peux t'inspirer un peu de ça et te dire, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'avoir un raisonnement, voilà, que je peux partager vis-à-vis de ce principe. Voilà. Il me reste à vous remercier pour votre écoute ce matin. On a tenu le timing, 12h01. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric.